La mairie m'a envoyé un courrier de poursuite au pénal. C'est quoi ça? Je suis chez moi, je fais pas ce que je veux. Ils m'ont dit mais non monsieur, il y a des règles à respecter. C'est en France. On hein. est en France, les maisons doivent être tous de la même couleur. C'est ça. L'escalier doit être pour tout le monde pareil. Et ton voisin délateur. Que je lui dis mais comment vous m'avez vu? C'est pas possible, vous faites le tour des pavillons. Elle m'a dit mais non monsieur, 95% des trucs qu'on a c'est de la délation. Ceux qui me disent, mais moi j'ai pas 10 000 euros, bah mettez de côté et vendez des trucs et arrêtez de nous casser. Bon, tout le monde devrait pouvoir mettre 10 000 euros rapidement de côté. Mais tu te rends pas compte de ce que tu Non, racontes? je me rends pas compte. Complètement bourgeoisé, Voilà. déconnecté du réel. Attends. Ici, il y a des gens qui souffrent. C'est quoi ces mâles blancs là? Moi aussi, je souffre. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Enfin, aujourd'hui, tu vois, j'ai 3 sociétés, j'ai plus d'une trentaine de biens, j'ai 3 enfants. Du temps, t'en as si t'as envie d'en avoir. Si t'as pas envie, bah c'est pas que t'as pas de temps, c'est que t'as pas envie. Les banquiers connaissent les meilleurs plans, mais ils préfèrent te proposer un livret A. Ah, ça c'est vrai. Investir sans apport, c'est possible, mais il faut des nerfs, un banquier compréhensif et un bon storytelling. Vrai. Un bon investisseur, c'est surtout quelqu'un qui sait bien emballer un dossier pour la banque. Vrai. Former des investisseurs, c'est avant tout former des gens à parler banquier couramment. C'est vrai. L'immobilier, c'est simple, faut juste apprendre à t'endetter, à convaincre une banque et à faire des travaux que tu n'avais pas prévus. Vrai, faux. Les banques prêtent facilement aux gens qui n'ont pas besoin de prêt. Faux. Tous les vendeurs de formation promettent de s'enrichir grâce à l'immobilier. Eux, ils s'enrichissent surtout grâce à la formation. Joker. Non, je pense qu'il y en a, ouais, c'est comme tout, il y en a, mais pas tout le monde. Si tu n'as pas investi avant 40 ans, tu as raté ta vie. Ouais, c'est faux. Magnifique introduction. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. On espère que vous allez la forme. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui est venu jusqu'ici à l'île Merci. Maurice, Oui. 9000 km à l'avion. Il a dormi 7000, est arrivé. Voilà. Et t'es Tout frais. frais. Frais comme un gardon. Il nous a Voilà. dit, venez les amis, je vous invite dans ma villa. Ça. On est bien ici. Magnifique. Voilà. J'essaye de bien recevoir. C'est une mission accomplie. Donc, on a quand même fait l'autre bout de l'île, 1h30 de Oui. route, mais on savait que le podcast Voilà. allait On en est valoir la arrivé, peine. on s'est mis à bosser directement puisqu'on a été manger. Et boire du champagne. Boire du champagne. On s'est mis en jambes. Voilà, on s'est mis en Exactement. jambes pour être frais. Et nous avons Christophe Allais, qui est ici présent, investisseur, entrepreneur, ancien banquier, qui va nous révéler les vilains petits secrets ou les beaux secrets des banquiers et des investisseurs. Tu es également, tu organises des séminaires, des masterminds, tu es formateur. On va voir un peu toutes les cordes que tu as à ton arc dans une émission spéciale. Comment passer de la banque à l'autre côté investisseur, de l'autre côté encore plus sombre, entrepreneur sur Internet. Et on va essayer de décortiquer ce qui a fait ton succès, si tu le veux bien. Yes, je suis chaud. Parfait. T'es en forme? Si. C'est pas trop Il dur faut. l'avion? Non, ça va, tranquille. Ok. On sort de 5 jours de challenge, donc on est en Oui, en forme. Et plus, on en on va parlera. parler. On va parlera. parler merci de me le rappeler. On va Oui. parler aussi de son challenging, qui est la meilleure méthode pour lancer ou accélérer son business en ligne aujourd'hui en vendant de la formation, du coaching à étiquette et faire jusqu'à 1 an de chiffre d'affaires en 10 jours, 2 semaines. Il y a un Il lien. y a un lien. Voilà. Inscrivez-vous. On en organise un. On vous explique comment ça marche. Christophe, qui es-tu? Que fais-tu pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Christophe Allais, 41 ans. J'ai 3 enfants. J'ai travaillé pendant 15 ans à la banque. 15 longues années. C'est Ouais. long. Hein. Ah ouais, t'as commencé au guichet? Ouais, j'ai commencé au guichet. En quelle année? Aussi, J'ai t'as commencé fait en du guichet? intérim Ouais, je fais en du guichet. 2004 ou 2006. Ah ouais, moi aussi, j'ai commencé en 2002, je fais du guichet. Ouais, j'ai fait un BTS Banque. Ok. Je sais pas si tu as fait ça aussi. Non, je fais un BTS action commerciale. Ouais, bah, j'ai commencé par ça. J'ai fait agent IMO 6 mois, puis après j'ai arrêté. J'ai travaillé et puis j'ai repris mes études. Et j'ai fait BTS Banque. et BTS après, Banque, et tu donnais des petits billets. guichet, conseiller clientèle, Ouais. gestionnaire de patrimoine, conseiller chargé d'affaires pro, Donc t'as monté. sous-directeur, ouais, et après j'ai arrêté. T'es pas devenu directeur? Non, Non. j'ai préféré devenir entrepreneur. Ça gagne plus de sous. C'est clair. Non, et voilà, après c'est une passion aussi l'entrepreneuriat, donc j'ai préféré basculer de ce côté-là, du côté obscur de Ouais, l'entrepreneuriat. attends, on va en parler, mais il faut revenir d'abord sur Ouais. les racines. Voilà Ouais, ça. les- Les racines du mal, l'histoire. Comment un l'histoire. banquier déjà devient entrepreneur? Déjà, qu'est-ce qui t'a attiré dans la banque? Dans la banque, ce qui m'a attiré, c'est L'argent. les 14 mois ou 15 mois sur lesquels tu étais payé. En Et les fait, vacances? ouais, les vacances. Non, pas du tout. En fait, j'aimais le côté commercial. Et la banque, moi, je viens d'un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, ah, la banque, c'est quand même intéressant. Puis, je voyais, je rencontrais du monde qui avait des sous. Je me dis, oula, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. Et à force de rencontrer des gens qui t'inspirent, tu te dis, oula, mais pourquoi je ne ferais pas comme eux en fait? J'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai une tête. Bah, vas-y, c'est parti, on fait la même chose. Ok. Donc, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Puis là, j'ai vu le côté obscur qu'il pouvait y avoir de l'autre côté de la banque, ou en tout cas le côté éclairé. Ouais.
Et du coup, je me suis lancé sur l'investissement, j'ai multiplié les acquisitions. Et après, j'ai commencé à avoir des gars qui faisaient des formations et des accompagnements sur ça. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et quand je voyais ce qu'ils faisaient, alors c'est pas pour dénigrer, attention, mais comme j'avais fait 15 ans à la banque et ça faisait déjà un moment que j'investissais, je me dis, purée, c'est avec toutes les opérations que j'ai faites, plus ce que j'ai vu à la banque, je peux l'apporter, je peux apporter ce savoir et ces connaissances aux gens. Ça va super bien marcher. 15 ans de banque, ça doit laisser des traces sur ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu gardes de positif? Qu'est-ce que tu gardes de négatif dans ton parcours de banquier? J'ai adoré l'échange avec les gens, vraiment. C'était qui tes clients? Monsieur et madame tout le monde. Okay. Il n'y a pas de tri. En fait, ce qui est bien à la banque, c'est que tu as une enseigne au-dessus de la tête. Donc l'approche, elle n'est pas la même. Tu vois, aujourd'hui, quand on vend ces produits et services comme nous, les gens, ils te connaissent ou ils ne te connaissent pas. Mais tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas un logo au-dessus de la tête qui rassure tout le monde. Moi, quand j'appelais les gens pour leur proposer des produits, alors certes, c'est peut-être pas les produits les plus rentables, mais quand tu es à la banque, les gens ils te font confiance et puis il y a une institution derrière toi. Donc ça m'a beaucoup plu, le fait de pouvoir échanger avec les gens qui se livrent et tu peux parler facilement d'argent, là où c'est un tabou souvent en France ou même dans d'autres pays. Tu sais, aujourd'hui, j'ai gardé ce réflexe-là, je demande aux gens combien tu gagnes. Les gens ils me regardent, tu sais, au bout de 5 minutes, quand tu lui dis combien tu gagnes, ils disent oh, mais de quoi il me parle? Pourquoi il me parle d'argent? Et du coup, ça, c'est le côté que j'adorais. Et après, le côté un peu moins bien, c'est bosser, faire des performances. Tu vois, à la banque, j'étais souvent dans les 5 meilleurs, on va dire, commerciaux en Ile-de-France, donc sur 5000 personnes. Et tu as des poignées de main. Et au bout d'un moment, je me suis dit, les poignées de main, c'est gentil, mais parce ça fait chier, quoi. Les gens croient beaucoup qu'il y a des grosses primes pour les banquiers, enfin pour les conseillers. Mais c'est faux. Ouais, c'est faux parce que dans la plupart des banques aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de primes. Ouais. Tu n'es pas commissionné par rapport à ce que tu vends. Tu as des objectifs à atteindre, mais tu n'es pas commissionné. Est-ce qu'il y a des anecdotes avec des clients qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de faire autre chose ou en tout cas qui t'ont laissé une trace? Oui, bien sûr. J'ai eu des très gros investisseurs. J'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir 2 personnes qui avaient plus de 400 biens sur Paris. Donc, qui sont passés à la télé. 400 biens. Ouais. 400 biens sur Paris, ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire et ces gens-là m'ont vraiment inspiré. Et ils partaient de zéro aussi, donc comme quoi tout est possible et que voilà, par rapport à toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours été élevé dans le travail. C'est-à-dire que mes parents, après j'ai perdu mon papa tôt, mais mes oncles travaillaient beaucoup. Donc ils m'ont toujours donné ce côté-là du travail. Et ça, c'est une vraie force. Du coup, je me suis toujours dit que c'était possible. Et quand tu penses que c'est possible et que tu bosses, tu y arrives, quoi. Qu'est-ce que tu te dis à l'époque? T'es banquier, t'as quel âge quand tu rencontres un investisseur qui a 400 biens dans Paris? J'étais jeune parce que j'étais à l'accueil. Mais ça m'a pas tout de suite... au début, j'ai un pote qui est devenu directeur, après qui était mon directeur sur mes dernières années de banque, qui me dit tu sais, le gars qu'on va recevoir, qui va rentrer dans la banque, là, c'est un gars, il a 300 ou 400 biens à l'époque, il avait en 2000 sur Paris. Et moi, je lui dis ouais, ok. Donc le gars, il rentre super sympa. Il me dit tiens, je te passe un billet, tu iras t'acheter un café ou je sais pas. Mais tu sais, super cool, super simple. Il te parle comme monsieur et madame tout le monde. Okay. Et ça m'a marqué, mais j'ai pas tout de suite réfléchi à l'investissement. Ouais, t'as pas eu le tilt. Sauf que, tu vois, 10 ans après, mon pote qui est devenu directeur, il vient me voir, il me dit tu sais pas avec qui j'ai déjeuné aujourd'hui? J'ai déjeuné avec lui. Et je lui dis oh, s'il te plaît, ramène-le à la banque, vas-y, ramène-le. Et du coup, il me l'a ramené en tant que client. Je lui ai financé 3 millions à 70 ans. Ah oui, 70 ans le gars, ouais. 3 millions. Ça arrête jamais le gars. Ouais. Je lui ai financé 3 millions. Il m'a dit écoute Christophe, le jour où tu voudras te lancer, je te ferai de la pub. Parce qu'il a un gros réseau aussi, il fait des formations. Ok. Et du coup, il a tenu son engagement. Je me suis lancé. Je lui ai dit écoute, il s'appelle Gilles. Gilles, je vais me lancer là. Et il m'a dit pas de souci. Et du coup, il m'a fait rencontrer d'autres investisseurs encore. Et puis, petit à petit, la société a commencé à grossir. Et puis voilà. C'est incroyable en fait. Et à partir de quel moment tu te dis bon là, ça y est, moi je sors du comptoir, je sors de la banque et je veux vraiment je veux me mettre à mon compte, quoi. Déjà, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure et puis j'ai eu un parcours de vie qui était un peu, qui n'a pas été toujours linéaire. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'accueil, j'ai fait conseiller clientèle, mais après, on est parti avec ma femme habiter 2 ans à Saint-Barth. Ah oui. Donc j'ai repris, en fait, j'avais commencé par des petits boulots avant de rentrer à la banque. J'ai enchaîné éboueur, j'ai travaillé dans une usine, l'usine où ma maman a travaillé. Ouais. Moi aussi. C'est vrai? Ah mais on a le même vie en commun. Ouais, j'ai fait ça parce que mes oncles faisaient ça. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dedans avant de rentrer à la banque. J'ai fait l'usine aussi, je travaillais à l'usine de ma mère. Et ça, je crois que c'était le pire travail que j'ai fait. En fait, tu sais, tu étais à la sortie d'une machine, tu empaquetais des papiers là, comme ça, tu mettais un élastique autour, tu mettais dans un carton toute la journée.
avec le bruit des machines, tu étais debout. Et je regardais la pendule comme ça, toutes les 5 minutes. Je me disais, putain, mais c'est quoi ce Une travail? torture psychologique. Ouais. Et les gens, je les voyais, ils faisaient ça toute leur vie. Ouais. Mais je me dis, tu finis zinzin, quoi. Ouais. Donc c'était le pire boulot que j'ai fait, c'était celui-ci. Tu finis par empaqueter un chat après. Ah Tu ouais, rentres chez je te toi, un hamster, un chien, tu peux ta C'est câble. c'est vrai que c'est vraiment des boulots pourris, ça. Ouais. Très, très, très mal payé en plus. Très mal payé, ouais, le SMIC, mais bon, comme j'avais pas de Ouais. sous, j'étais content. Et puis après, je dépensais tout pour partir en vacances avec des potes. Et puis on Ouais. recommençait, je retravaillais. Puis après, j'allais travailler pendant que j'étais à l'école. Puis voilà, c'était un cercle. Et c'est pour ça que ça m'a jamais fait peur de bosser. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait ça. On est parti vivre à Saint-Barth après avoir été conseiller. Et là, rebolote. J'ai fait les jardiniers. Je travaillais dans le bâtiment, mais comme je savais rien faire, bah, je faisais manœuvre. Donc j'ai galéré. Puis au bout de 2 ans, j'ai dit à ma femme, vas-y, on rentre en métropole et Ouais. on va faire quelque chose, quoi. Attends, tu bossais à Saint-Barth Jardinier. en tant que jardinier Ah ouais. Ouais, t'as tout fait, toi. Bah, c'est pas que j'ai tout fait, c'est que quand tu quittes la métropole, que tu es banquier, que tu arrives à Saint-Barth et que la DRH, quand elle te reçoit, elle te dit, monsieur, première question, vous êtes né ici? Non? Ok, le poste n'est pas pour vous. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais, c'est Non, vraiment. mais c'est vite. Ouais, je lui ai dit, mais on peut pas dire ça. Ah bah si, on peut, la preuve, hop, allez, merci, au revoir. Et du coup, par contre, après, dans les jardins, dans le bâtiment, j'ai trouvé des mecs super sympas. J'avais pas d'expérience. Ils m'ont pris et puis voilà, j'ai bossé comme ça pendant 2 ans. Je travaillais le soir aussi, je faisais des démontages de scène. Et moi, j'ai toujours aimé ce que je fais, enfin, j'étais Ouais. content, quoi. Saint-Barth, c'est français? Ouais. Ok, c'est un territoire français? Quand tu as fait ton premier investissement immobilier, est-ce que tu étais toujours à la banque? Ouais. Tu En t'en 2015. souviens? Ouais, tu Ah ouais, t'en souviens de ouais. cet investissement? Ouais, ça marque. Raconte. Ouais, ça marque. J'en ai chié. Il y a 10 ans alors, Ouais, 2015. il y a 10 ans. 2015, premier investissement. Bah, quand on est rentré de Saint-Barth, justement, j'ai dit à ma femme, c'est fini. On habitait dans un HLM. En fait, j'ai récupéré l'HLM de ma maman. Ok. Et j'ai dit, ouais, c'est bon. On va pas vivre comme ça toute notre vie. Et j'avais un pote à la banque, il faisait que d'écrire sur des petits papiers. Il écrivait des calculs toute la journée. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit, bah, en fait, j'ai investi et je suis en train de regarder les loyers qui rentrent, les crédits qui sortent, etc. Je lui dis, explique-moi. Au début, il me disait, non, vas-y, va jouer et tout, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps. Puis il a fini par m'expliquer. Un jour, il m'a dit, bah tiens, on habitait au même endroit. Il m'a dit, bah il y a une opportunité, est-ce que tu veux aller voir avec moi? Moi, je peux pas la prendre, je viens de me positionner sur un bien. Je lui ai dit, ouais. On visite le truc, je vois rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, comble, une maison. On sort de la visite, il me dit, t'as vu la pépite? Moi, je connaissais rien à l'IMO, je lui dis, non, je n'ai pas vu, explique-moi. Il me dit, bah, t'as un étage gratos, en gros. La maison, elle était pas chère. Je lui dis, ok, j'achète. Il me dit, non, mais t'es sûr, tu sais pas faire de travaux et tout, t'es sûr que tu vas te lancer, il y a 250 mètres carrés, tu vas pas refaire les travaux tout seul et tout. Je lui dis, c'est bon, j'achète. Et du coup, je me suis tapé les travaux pendant 3 ans tout seul. Ah ouais, t'as fait des travaux. Ouais. Ah, Et t'es un c'est pour ça que je déglingo. dis que ouais, c'était compliqué au début. C'était compliqué, c'est le seul investissement que j'ai fait pendant 3 ans, de 2015 à 2018. Mais quand tu faisais les travaux, tu payais déjà à la banque le crédit. Ouais, bien sûr. Donc tu avais un bien qui n'était pas du tout rentable là, pendant 3 ans. Ah non, c'était Une ma perte RP. sèche. Ouais. Mais Ah, c'était ta résidence ouais, principale. en fait, j'en ai fait ma résidence principale, je l'ai découpée et D'accord. j'ai loué une partie. Ok. Et en fait, j'ai toujours procédé comme ça et c'est ce que je conseille de faire aux gens. Enfin, après, ton argent, c'est de l'argent de poche parce que tu as ton locataire qui te Oui, paye bien ton sûr. crédit. Et après aussi, il y a des montages qui font. Je me suis vite aperçu que tu pouvais faire des choses avec le crédit bancaire. Et ce qui m'a permis de passer un cap, de revendre avec une belle plus-value. Comme c'était ma RP, bah, j'ai gardé, j'ai pu repartir sur des investissements. Et là, après, tout s'est accéléré très vite. Ok. À partir de combien de temps tu as investi suffisamment pour quitter la banque et vivre de tes investissements immobiliers? Je pense qu'en 2019, j'aurais pu partir de la banque. T'aurais pu, mais t'es pas parti. Non, parce que j'adorais mon travail et surtout le réseau que ça me crée. Ah oui. En 2019 et après en 2020, ça s'est accéléré encore plus vite parce que pendant le Covid, j'ai un investisseur qui est venu me voir à la banque. Et en fait, là où toutes les banques avaient le rideau fermé et recevaient que sur rendez-vous, moi j'avais l'habitude de recevoir tout le monde, même sans rendez-vous. Et du coup, ce gars-là, je ne le connaissais pas, je l'ai reçu, je lui ai fait son crédit pendant le Covid. Et il se trouve que c'était un investisseur assez important parisien, en tout cas qui multipliait les acquisitions et qui m'a présenté tout son réseau. En fait, il me ramenait tous les investisseurs, donc j'ai financé beaucoup de monde. Et ce qu'on faisait, c'est que le soir, c'est un peu un mastermind, le soir et le week-end, ils m'emmenaient avec eux. En fait, eux, entre eux, ils se montraient tous les biens qu'ils faisaient, comment ils faisaient, les travaux qu'ils faisaient, les stratégies qu'ils utilisaient. Et du coup, moi, j'étais seul banquier à vouloir y aller. Incroyable. Donc, sur mes heures à moi, le soir et le week-end, bah, j'allais voir ce qu'eux, ils faisaient. Ah, parce que les banquiers, ils considéraient que c'était du taf, alors que toi, tu te disais, bah non, c'est Ah, trop intéressant, ça a une valeur bah de oui. dingue. Ben, on te montre ce que tu peux faire. Toi, tu es de l'autre côté, tu as les accès à la banque, à tout.
Et en fait, c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, à la banque. C'est pour ça, tout à l'heure, sur ton vrai-faux, les banquiers, ils ont accès à beaucoup d'informations, notamment les entrepreneurs, voir leur business, voir leurs trucs. Mais il y a peu de monde qui veut se lancer. Tout le monde reste avec ses 15 mois de salaire et ses tickets resto et son CE et ses RTT. Je me dis, c'est un truc de fou, quoi. Et justement, ça me permet de rebondir sur une question où je me suis dit, comment est-ce que tu allais au-delà de tes freins, des peurs, des choses où tu dis non, mais c'est trop risqué, ou ma femme va pas comprendre, ou tout le monde le ferait si c'était aussi facile. Comment elle est au-delà de ça? Ouais, j'ai jamais réfléchi à ça. Ouais. Ma femme, elle me suit sur mes projets, elle me fait confiance. Et je me suis jamais posé la question, c'est trop Jamais eu compliqué. Franchement, non. Des fois, quand tu es dedans, tu sais, il y a eu des moments, c'était difficile. C'est quand tu es en train de faire tes travaux, les gens de ton entourage, ils viennent, tes amis ou même ta famille, ils viennent et te disent oh là là, dans quoi tu t'es lancé? Pourquoi tu as fait ça? Et ça me mettait un coup, mais en fait, ça me rendait encore plus fort. Parce que je me suis toujours dit ah ouais, bah tu vas voir dans quoi je me suis lancé. Et après, aujourd'hui, les gens, quand ils te disent ah ouais, non, mais là, t'es arrivé à un niveau, je peux plus te suivre. Ouais, mais pendant que toi, tu regardais Netflix et que tu faisais des barbecues, bah moi, j'étais en train de bosser chez moi, tu vois. C'est vrai parce que moi, je travaille en banque, bon, je vois vite fait comment c'est. Ça te tire pas vers le haut. Hein. C'est vraiment un truc remplan-plan où les gens ont les capacités, en fait. Parce qu'ils connaissent l'envers du décor et comment avoir un emprunt, mais tu vois très peu de banquiers qui sont investisseurs. Hein. Ouais. Comment tu l'expliques, toi? C'est exactement ce que tu as dit. Tu sais, quand tu arrives le mardi matin et que tu as Jacqueline qui est là, tu lui dis ça va et tout? Ouais, comme un lundi, comme un mardi. En fait, t'as plus envie. Et moi, c'est ça qui m'a fait arrêter aussi la banque. C'est au-delà des poignées de main, c'est les gens qui se plaignent tout le temps. Ça me fait chier. Ouais. Je me dis putain, mais en fait, chacun a sa vie. Ça sert à rien déjà de raconter ta vie à des gens qui n'ont rien à foutre de ce que tu leur racontes. Ouais. Et puis en plus, je sais pas, va travailler, vas-y, fais quelque chose que tu aimes. Si t'aimes pas, si ça te plaît pas, fais autre chose. Moi, je l'ai quitté en 2002 ou 2003, je crois. Et ça me faisait vraiment penser à du fonctionnariat. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Il y a vraiment, en fait, il y a les fonctionnaires qui ont un fonctionnement et tu as les banques qui sont pas des salariés, qui sont pas des fonctionnaires. Oui, ils sont un peu entre les deux. Alors, je sais pas comment ça a évolué, hein, donc je parle pas pour aujourd'hui. Mais quand j'y étais il y a 20 ans, franchement, c'était... ça branle rien, c'est mou, c'est lent. Et dès que tu commences à être bon, parce que moi, j'étais un petit peu comme toi, je voulais tabasser. Premier truc d'initiative, pareil, je finis dans les 5 premiers. Je me dis, c'est bon, je peux devenir conseiller. Et je postule pour être conseiller. La directrice qui me reçoit, elle fait bon profil et tout. Ils disent à la RH, ah bah non, pas possible, il vient d'arriver à 3 mois. Il peut pas évoluer. Il vient d'arriver à 3 mois. C'est bon. Et je l'ai quitté, je crois. Et j'étais en CDI, hein. Je l'ai quitté au bout de 9 mois, je crois. Après, tu as des machines aussi à la banque. Hein. Tu as des gens qu'on voit vraiment. Et oui, tu as vraiment des bons. Après, tu as tout, mais c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui viennent pour la planque et c'est chiant. Ouais. Mais tu as aussi des gens qui sont... Enfin, tu te dis, soit entrepreneur, quoi, pour faire autant d'heures et donner autant. Ouais. Mais tu as des gens qui sont très bien aussi. Et moi, j'ai eu des directeurs, notamment, qui étaient vraiment des businessmen. Enfin, ils faisaient vraiment beaucoup de business. Et tu te dis, c'est incroyable. Mais pas pour eux, pour la banque, quoi. C'est ça qu'il faut. Ça. Ouais. Mais ces gens-là, ils doivent automatiquement avoir un déclic à un moment donné. C'est pas possible. Quand tu es dans ce secteur, en plus dans le milieu de l'argent. Trop de confort. Ouais, je pense. Trop de confort. C'est vrai que les gens cherchent une assurance vie à leur vie, permanent. Ils ne supportent pas la peur du risque ou de se dire que et si, c'est vrai que c'est une drogue, ça. Trop de confort, tu as tout est lundi déjà. Ouais, et après ta vie est mais le problème, c'est qu'après ta vie est un lundi. Comme un lundi. Non, toute ta vie. T'as tout est lundi, t'as tes RTT, donc tu peux taper entre 9 et 10 semaines de vacances. C'est royal. Et puis quand tu évolues, tu peux monter à 4 000 €. J'appelle ça une sortie de prison pour quelques semaines. Mais bon. Si t'aimes ce que tu fais, enfin moi c'est toujours ça, tu vois, si t'aimes ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Les gens sont contents, ils y vont, et puis voilà. Mais quand tu subis et que tu as fait ton dimanche et ton lundi, et que lundi soir tu as une boule au ventre parce que mardi tu dois aller au boulot. Franchement, peu importe le boulot que tu as, peut-être qu'on peut mettre du conditionnel à ce que je dis, mais je reste quand même persuadé que nul ne peut considérer ça comme super ou acceptable ou aimer ça quand c'est ton patron qui décide quand est-ce que tu peux poser tes vacances, quand est-ce que tu peux partir, quand est-ce que tu peux, ou même ce que tu peux dire ou comment tu peux réfléchir. En fait, il y a une telle absence de liberté et une forme de contrainte tellement forte. La prison, elle est non seulement mentale, mais elle est aussi logistique, temporelle, elle est totale. Moi, j'y crois pas. Je pense que les gens sont en auto-hypnose permanente pour se dire que l'inconfort est pas suffisamment haut par rapport à tous les bénéfices latents pour rester hypnotisé, mais je pense que c'est impossible. Enfin, je pense que quelqu'un de normalement constitué fait comme toi, il fait comme toi, il fait comme moi, quoi. Mais ça, non, ils sont pas d'accord avec toi.
Sinon, ils auraient pas élu. Ils le voient pas, je pense. Ils n'auraient pas élu 2 fois la même personne. Rentrons dans des débats tout de suite. Non, mais tu vois, tu te prends une première fois, tu remets une pièce dans la machine. Ouais. C'est que les gens ne comprennent pas en fait. Ouais. Ce que tu dis pour nous, c'est évident. Ouais. Mais pour eux, c'est ça. Eux, tu pourrais leur montrer, tu pourrais les emmener comme tu fais. Tu leur expliques, voilà le bien, comment tu fais, voilà, je t'aide et tout. Oh, c'est compliqué ton truc. Ouais, ils n'ont pas l'envie, je pense. Parce que tu vois, c'est pareil, j'ai des potes aujourd'hui, que j'avais à la banque, enfin, j'ai toujours aujourd'hui, et ils me disent, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Enfin, ça me mettrait trop dans l'inconfort, dans le risque. Et ils me le disent franchement, tu vois, parce que ça m'arrive de débaucher des collègues pendant 1 an. Tu vois, ils posent un congé sabbatique, ils viennent travailler avec moi. Okay. Et ils me disent, mais je peux pas rester, j'ai trop peur. Ton business, il dépend de toi. Ouais. Si demain, tu n'es plus là, il coule. Et ils ont cette appréhension, mais tu vois, c'est des gens que je kiffe, mais eux, ils n'ont pas envie de prendre ce risque-là. Ouais. Mais en fait, c'est des gens qui ont oublié que rien n'est garanti dans la vie. Les gens se disent, ouais, mais ça dépend de toi. Oui, mais tu peux mourir à n'importe quel moment, tu peux apprendre une maladie grave, tu peux aller te faire éclater par un bus en sortant de ta villa, l'avion peut cracher, tout peut t'arriver, peut y avoir un autre Covid, peut y avoir un crash, un crack boursier. Enfin, je veux dire, en fait, ce confort, cette sécurité-là, elle est purement mentale, c'est une construction. Ouais, tout à fait. Et on va pas rentrer dans le débat. Non. On va enchaîner sur les erreurs. On pourrait, mais on aurait beaucoup de choses à dire. On pourra peut-être développer en effet. Sur les erreurs, quelles ont été tes principales erreurs au début quand tu as investi dans l'immobilier? Est-ce que tu pourrais partager aux gens qui peut-être vont écouter ce podcast et se dire ouais, j'ai envie de me lancer, Christophe il m'a motivé, j'ai envie de sortir de ma machine à café et de mon lundi comme un lundi et de vivre une vie d'adulte? Ouais, il y a beaucoup d'erreurs au début quand tu te lances, surtout que en 2015, toi, tu es un ancien du business en ligne et ça fait longtemps que tu es là. Ouais. Mais moi, franchement, YouTube et tout, ça me parlait pas. Ouais. Si je devais regarder quelque chose à la télé, c'était sur la télé, mais c'était pas sur YouTube. Et du coup, je connaissais rien du tout à l'investissement immobilier, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, même bancaires. J'ai mis beaucoup d'apports, beaucoup d'épargne dans mon premier projet. Alors que j'aurais pu en mettre moins, mais c'est moi qui me suis dit, plus vite je rembourse et plus je serai tranquille. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Il faut faire le plus de crédit bien fait, mais le plus possible, parce que tu te sers de l'argent que la banque te prête et que tu n'as pas. Donc j'ai fait cette erreur-là. J'ai demandé un prêt sur une durée courte, toujours dans le même principe, pour rembourser le plus rapidement possible, alors qu'il faut prendre les durées les plus longues possibles. Et après, j'ai fait mes travaux tout seul. Ça, je le referai plus jamais. Oui. J'en ai chié. Et puis mentalement, aussi la vie de famille. Je venais d'avoir ma 2e fille. Jusqu'à ces 1 an, je ne l'ai jamais vue. Ah oui, c'est violent là. C'est violent. Je partais à 6h du matin bosser sur le chantier. Je me changeais, je me mettais en costard. J'allais à la banque. Je sortais à la banque 18h, on va dire. J'étais de nouveau sur le chantier jusqu'à 22h. Et tous les jours de la semaine et le week-end. Pendant 1 an. Pendant 1 an. Pendant 3 ans, en fait, ça a duré. Oui, d'accord. Mais après, je me suis entouré aussi d'artisans qui m'ont donné un coup de main. Et des gens que j'ai pris. Après, je me suis débrouillé. Ça m'a donné d'autres idées pour la suite. Et puis, ça, c'est ma plus grosse erreur. Et dans les erreurs des travaux, j'ai fait un escalier que j'ai construit à l'extérieur de chez moi, sans savoir qu'il fallait demander une autorisation à la mairie. Oh là 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 là. En fait, j'ai fait un escalier, je ne sais pas si tu connais Scarface, Tony Montana. Ouais. Le truc, l'escalier, il est sur la route limite. Les gens, ils s'arrêtaient et tout, ils prenaient des photos. Sauf que y a un voisin qui m'a balance. Ouais. Et du coup, j'ai dû détruire l'escalier et le reconstruire et j'ai perdu 5 000 €. Bon, ça va, 5 000 €. Ouais, quand tu commences et que tu es tous les jours sur le chantier, je peux te dire que ça pique parce qu'à l'époque, j'avais pas cette mentalité-là, j'avais pas autant, je gagnais pas bien, je gagnais pas super bien ma vie. Ouais. 5 000 €, ça faisait chier quand même. Ouais, bien sûr. Et t'avais fait un escalier sur la route? Non, en fait, j'avais ma maison qui était là, admettons. Ouais. Ça, c'était ma limite de propriété. Et j'avais arrêté l'escalier juste devant la limite de propriété. T'as pas le droit, en fait. Souvent, dans beaucoup de communes, tu dois avoir 4 à 5 mètres de recul par rapport à la bordure de ton... Et t'as un voisin qui t'a emmerdé. Ouais. Et là, la mairie t'ont fait chier. La mairie m'a envoyé un courrier de poursuite au pénal. Ah ouais. Du coup, j'étais à la mairie. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis chez moi, je fais pas ce que je veux. Ils m'ont dit, mais non, monsieur, il y a des règles à respecter. C'est en France. On est en France. Les maisons doivent être tous de la même couleur. C'est ça. L'escalier doit être pour tout le monde pareil. Et ton voisin délateur. C'est ça. Est-ce que tu comprends pas? Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais comment vous m'avez vu? Je lui ai dit, c'est pas possible. Vous faites le tour des pavillons. Elle m'a dit, mais non, monsieur. 95% des trucs qu'on a, c'est de la délation. C'est insupportable. Moi, il y a un truc, tu sais, j'avais vrillé quand j'ai acheté ma maison. Et c'était il y a 10 ans, justement. Et on était en location. Et j'ai appris ce qu'on va faire construire et tout.
Et j'ai appris que tes toilettes, tu étais chez toi, hein, tes toilettes doivent avoir une taille minimale. Okay. Tu n'as pas le droit de faire des toilettes d'une certaine taille. Oui. Celle-là, je la connaissais pas, tu vois. Mais moi, je dis, bon, ça peut se comprendre sur le principe. Tu sais, ok, tu vas pas faire des toilettes de 1 mètre carré, j'en sais rien, parce que bon. Tu vois. Si, ça existe. Hein. Mais à la construction neuve, tu vois. Ouais. Je m'étais chez toi, en fait, si tu as envie de faire des toilettes de 1 mètre carré, si tu as envie de chier dans 1 mètre carré, c'est ton problème, tu vois. Non. Mais non, pas dans un pays communiste, Fabien. Tu n'as pas retenu ta leçon. Moi, c'est vraiment mes débuts, en fait, de l'éveil sur l'enfer communiste dans lequel on est. Je me dis, putain, tu peux pas chier dans 1 mètre carré chez toi, c'est ta maison. Tu payes ta maison, t'as pas le droit de chier dans 1 mètre carré. Ça m'avait rendu. Enfin, j'avais halluciné. Et oui. À quoi ressemble ton style d'investissement aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire combien tu as de biens, comment tu les exploites? Je fais toujours le même investissement aujourd'hui. En tout cas, j'essaye de dupliquer la stratégie qui a fonctionné. C'est-à-dire que j'achète un ensemble immobilier, donc un bâti qui est grand en Île-de-France. Toujours la même chose, entre 400 et 500 000. J'essaye de ne pas dépasser les 100 000 euros de travaux et d'avoir entre 4 000 et 7 000 euros de loyer. Okay. Donc en fait, ça me dégage des marges qui sont très intéressantes par investissement. On va dire qu'en moyenne, je suis entre 2 000 et 5 000 euros de cash flow, ce qu'on appelle cash flow, ce qui te reste dans ta poche. Donc ça me dégage des marges très intéressantes. Et pendant des années, je me suis focalisé sur la très bonne opération, c'est-à-dire celle-ci. Et après, je me suis dit, putain, mais je suis con, je fais des calculs toute la journée. Et j'ai pas compris aussi qu'avec le crédit, tu pouvais gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'avec des très bonnes conditions, par exemple, un différé de crédit, là, quand tu ne payes pas la totalité de ta mensualité de crédit, bah, ça pouvait te permettre d'engranger beaucoup de cash. Par exemple, sur un investissement, j'ai 50 différés. Pendant 5 ans, je paye que mes assurances emprunteurs, donc 262 euros, et j'ai 4200 euros de loyer. Donc pendant 5 ans, ça tombe tous les mois du cash, quoi. Ouais. Bah, plus de 4000 euros, après moins la taxe foncière, moins l'assurance propriétaire non occupant, mais il me reste 3800 euros avant impôt, quoi. Et comment tu peux avoir un différé qui démarre au bout de 5 ans? Bah, c'est la recette miracle. Oui. Que j'explique justement aux gens que j'accompagne. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'accompagnement. Tu peux avoir même jusqu'à 7 ans de différé. Toi, tu es un spécialiste du financement, en fait. Tu as tous les codes, tu as tout compris, tu as capté en fait, les failles, on va dire, du système, ou en tout cas, peut-être pas les failles, mais les techniques et les possibilités. 50 différents. C'est incroyable. En fait, non, mais j'en chou, là. Si tu as un emprunt à 3%, si tu es bon en investissement, tu places ça à aller entre 8 et 10. Donc en fait, l'argent de la banque, t'enrichis, quoi. Ah bah là, oui, c'est plus que t'enrichir. C'est vachement bien. Ouais. Et du coup, après cet argent-là, bah, y en a beaucoup qui s'en serviraient pour louer des villas ou des choses comme ça. Ouais. Moi, au début, je m'en suis toujours servi pour réinvestir, pour faire grossir la boule. J'ai fait grossir mon patrimoine. Avoir des apports supplémentaires, des choses comme ça. Et après, tu réutilises sur des autres apports, et puis encore sur d'autres. Et puis ceux que tu as mis, bah, ils se remboursent parce que bah, tu as des différés, donc ça te rembourse aussi l'apport que tu as mis. Et du coup, tu as encore un plus gros apport pour faire encore plus d'emprunts, etc. etc. Et après, bah, voilà, tu arrives à un montant de patrimoine qui est super intéressant. Et voilà. Et aujourd'hui, tu as combien de biens à peu près? Plus d'une trentaine de lots. En fait, ça varie en fonction des ventes ou voilà, des achats. Mais j'essaye d'acheter régulièrement, tous les ans, d'acheter plusieurs biens. En fait, souvent, je me concentre sur 1 ou 2 opérations qui est composée entre 2 et 10 lots, on va dire, par opération. Ok. Et ça, c'est pas trop énergivore, ça prend pas trop de temps, d'énergie mentale, de stress? Non, c'est ce que je disais là sur le challenge que j'ai fait. Aujourd'hui, avec plus d'une trentaine de lots, ça me prend peut-être une demi-journée par mois. Ok. Et encore. En réalité, tu le vois, c'est impressionnant. C'est que là, sur la dernière OP, j'ai acheté un petit immeuble, c'est tout petit, mais c'est 4 lots en région parisienne, donc 4 appartements. Et ça m'a pris, je pense, moins d'une semaine de tout mettre en place. Trouver le bien, aujourd'hui, avec le réseau, c'est les gens qui m'amènent les biens. Ouais. Donc, on m'a proposé l'opportunité, j'ai dit je prends. J'ai été visiter, donc ça m'a pris 2 heures, on va dire. J'ai acheté le bien. Le crédit, à force d'avoir du réseau pareil au niveau des banquiers, ça m'a pris un déjeuner, comme on a fait tout à l'heure. Et puis après les travaux, c'est pareil, j'ai un artisan qui s'occupe de tout, il m'envoie les vidéos, les photos. Je suis passé une fois sur le chantier, donc en moins d'une semaine, j'avais 4 lots supplémentaires qui génèrent pareil 2000 euros de cash flow. Ok. C'est incroyable. C'est bien. On a l'impression que l'immobilier, c'est un des derniers bastions dans la France préservés pour faire du business, pour se développer, pour être libre. J'ai l'impression peut-être que de moins en moins, vu comment ce pays communiste évolue. Et donc, tu t'es aussi mis sur Internet quelques années plus tard. Moi, j'aimerais avoir ton ressenti sur t'es bien investi en France. Il y a quand même, ça reste un paradis bancaire
pour lever du crédit, pour faire des choses. Et dans l'immobilier, je pense que c'est une très belle voie d'émancipation. Mais pour combien de temps encore? Quelle est ta vision là-dessus? Puis après, peut-être qu'on peut aller enchaîner sur la partie Internet. Ouais. Aujourd'hui, je vois pas qu'il y a de frein. Je sais que bah voilà, on est en train d'essayer de voir pour prendre un petit peu partout. Mais sur l'immobilier, pour moi, c'est la dernière niche. Pourquoi? Grâce au crédit, tout simplement. Alors oui, tu es imposé, mais encore une fois, c'est comme une société. Si tu crées de la charge et tu la crées en empruntant toujours, donc plus tu empruntes, plus tu as de la charge, donc plus tu peux réinvestir ce que tu gagnes sur d'autres biens, plus tu fais grossir ton patrimoine. Oui, à un moment donné, il faudra payer, tu es obligé. Donc soit tu payes pendant la période d'exploitation, donc pendant la période où tu loues ton bien, soit tu payes à la revente. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ouais, c'est la dernière niche, comme tu disais en France, puisque aujourd'hui, le fait d'emprunter, on est le seul pays au monde, tu as taux fixe, tu empruntes sur des durées longues, tu peux mettre jusqu'à 0 € d'apport. C'est-à-dire que sur l'opération, je vous disais, avec les 2 maisons qui me génèrent 4 200 € et que 262 € de crédit, j'ai fait un crédit de 680 000, donc qui comprenait achat, travaux, frais de notaire, et j'ai mis 10 000 € d'apport. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. C'est vrai que c'est incroyable ça. Et ça se fait encore ça? C'était là en décembre 2024. Ok, tu viens de le faire. Ouais. Okay. Et le dernier bien, là, c'était janvier ou février 2025. Donc c'était il y a 2 mois. Ok. Et ça, ces secrets, tu les expliques sur ton business, dans tes accompagnements. Tu peux nous expliquer maintenant comment tu as fait cette transition, enfin ce business supplémentaire, c'est pas qu'une transition parce que tu es toujours actif dans l'immobilier, fortement engagé. Et en même temps, tu as développé une activité sur Internet. Bah, en regardant des gens comme vous sur le business en ligne, je me suis dit, mais je comprends pas. Ils accompagnent des gens. Je regarde leur niveau de patrimoine parce que tu as ça aussi qui est intéressant à la banque, c'est que tu vois dans l'entrepreneuriat les chiffres un petit peu. Tu arrives à savoir plus ou moins combien de biens les gens ont. Et je voyais que les gars, ils avaient 3-4 biens et qui vendaient des formations à des gens qui voulaient investir. Mais je me dis, comment avec 3 biens, tu peux former des gars à l'investissement? C'est pas possible. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous appreniez aux gens à faire des challenges alors que vous n'en aviez jamais fait. Donc je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Ouais. Et les gars sont des vrais marketeurs. Donc ils arrivent à faire du business grâce à ça, mais ils n'ont pas de biens IMO. Donc je me suis dit, si moi j'ai des biens IMO et que je ne suis pas trop mauvais en marketing et en communication, peut-être que je peux faire quelque chose. Il s'avère que l'entrepreneuriat, ce n'est pas évident. Donc sur le marketing, je pense que j'ai des axes d'amélioration. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne très bien parce que les gens ont confiance et voient la valeur qu'on délivre. Qu'est-ce que tu préfères, YouTube, Instagram, TikTok? Quand j'ai commencé, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans, Instagram, aujourd'hui YouTube. Ouais, j'ai l'impression que là on est reparti sur un cycle de long, contenu long. Oui. Les gens ont envie de se remettre dans des contenus qui ont du sens ou exactement comme on est en train de faire là, parce que c'est vrai qu'il y a une énorme différence en écoutant les conversations comme on est en train d'avoir, plutôt que d'enchaîner 50 Reels ou 100 Reels. Puis, de toute façon, il y a un goulot d'étranglement sur les Reels. J'en parlais encore ce matin avec des potes. Je pense que tout le monde fait tous la même chose. Mes amis font tous la même chose. Ouais. Et il y a des gars des fois qui percent, qui vont faire une vidéo. Et on voit un gars, il fait, ah bah lui, il a enfin percé, il a fait 150 000 vues. Et 150 000 vues d'une vidéo qui dure 45 secondes. Ouais, c'est pas la même qualité de vue. Bah non. Alors, on ne dit pas arrêter de faire des shorts, parce que quand on a des bons shorts à publier, il faut le faire, parce que ça donne toujours un bon coup de boost. Ouais. Mais simplement, effectivement, si vous voulez une clientèle éduquée, des gens qui vous kiffent, qui vous suivent et qui, in fine, peuvent acheter, le contenu long, posé comme ça va être une de vos forces. En fait, c'est surtout une clientèle de qualité. Oui, de qualité qui est prêt à payer. Ça. Parce que je ne sais pas combien de temps vous passez à scroller en permanence sur les Reels, mais généralement, les gens qui sont prêts à payer, qui ont un certain niveau de qualité, ils ne passent pas leur journée à scroller. Non. Alors que tu vas plutôt regarder un contenu assez long, du podcast, dans les oreilles, soit au sport, ou soit sur YouTube. Oui, en effet. Donc, des contenus maintenant plutôt face caméra sur YouTube, même des interviews, comme j'ai pu le voir. Ouais, beaucoup de contenu. Quelques interviews aussi sympas. Et après, le contenu, j'essaie de développer au maximum. Et comme c'est ce qu'on vient de dire. Quand tu fais des vidéos assez longues, l'engagement, c'est pas du tout le même. Des gens qui t'appellent, ils sont déjà convaincus de ce que tu fais et ils ont vu la qualité de ce que tu proposais, quoi. Comment tu fais tes sujets? Est-ce que c'est des questions qui reviennent, que tu as eu toi dans ton parcours? Est-ce que c'est maintenant, comme tu as des clients en plus en formation, tu vois souvent les mêmes questions? Comment est-ce que tu trouves ta ligne directrice sur Internet? Après un whisky. Bien, c'est minimum, c'est ça le secret. Alors, Franck, il pourra te dire en 30 secondes, j'enchaîne mes vidéos. En fait, oui, le parcours de l'investisseur immobilier, il est fait d'embûches. Donc, j'essaye de faire le parcours entier. Et des fois, quand j'ai des thématiques, soit que des élèves, justement, me disent « Ah bah tiens, comment on fait ça ?» J'essaye de développer sur YouTube le sujet. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te saoulent dans ce métier-là, ce nouveau métier entrepreneur Internet?
Ouais, il y a un truc qui me saoule, c'est la malhonnêteté de certaines personnes. Ah. Alors, il y en a pas beaucoup. Ceci est un clash, ouvrez vos oreilles. Et toi là, écoute-moi bien. Non, mais ça m'est arrivé, tu vois, une fois là. Alors, c'est pas significatif, hein. L'année dernière, j'ai accompagné plus de 200 personnes. J'ai eu 2 cas, mais des gens qui consomment ta formation, tes accompagnements, et comme ils savent que ça fonctionne aux avis, qui te disent, bah, en gros, c'est bon, j'ai consommé ton produit. Maintenant, soit tu me rembourses, soit je te mets un mauvais avis, quoi. Ah oui. Ah, t'as eu des clients comme ça? Ouais. C'est pas des cas, ça, c'est des cassos. Oui, c'est pas pareil. On est Oh, c'est mignon ça. Ah, moi, non, ça me. Moi, ça me saoule. Ouais, ce que tu découvres, c'est Ah nouveau. ouais. Non, moi, ça me fait chier. Oui, Ça. bah, oui. Ah, bah, oui, c'est vrai. En même temps, on fait ça depuis un moment. Et c'est vrai que des trous de cul comme ça, on en a vu passer. Alors, moi, j'ai jamais eu la menace directe, Non, pas comme mais ça, implicite sur des arrangements de sortie parce que ça paye plus et que la personne est désengagée. Elle te fait comprendre que tu lui dis bon. Ouais, ça, Toi, tu tranches. Tu sais que si tu tranches en mode voilà, sans transiger, et, en gros tu me dois ce que tu me dois et va te faire foutre, bah tu prends un risque parce que même s'il est malhonnête, ça te retombera là-dessus. Mais il faut rester flex. Mais on a plus trop ça, mais effectivement c'est rare, mais ça arrive quoi. Ouais. Moi j'ai eu un cas sur un programme, je crois, à 2000-2005. Personne ne suit la formation. Puis au bout de, je crois, de un an, je crois que c'est un an, où rappel de carte. Ouais, ça fait mal. Ouais, mais ça, je l'ai eu. Bah, ça, c'est l'autre personne, la deuxième personne. Pareil, litige. Ouais. Et je me dis, mais quel litige? Bah, carte volée. Mais la carte, elle peut pas être volée puisqu'il a payé avec. Et puis, il a fait toute la formation, l'accompagnement. Il y a les messages, les mails et tout qui prouvent que. Ah ouais, mais non, litige et hop, obligé de le rembourser. Mais attends, mais Enfin, ça se fait automatiquement de toute façon. Mais toi qui es banquier, qui était banquier encore récemment, parce qu'en fait, moi, ça m'a vraiment saoulé le truc des 2005 au bout d'un an. En fait, c'est illégal. Oui, c'est illégal. C'est illégal, c'est le banquier qui a fait un rappel de carte. Parce qu'il y a le droit à 18 mois de. Je crois. Et en fait, les gens payent une assurance en se disant si tu voulais la carte, voilà. en fait, on te rembourse, mais c'est pas l'assurance qui rembourse. Tu peux rien faire parce que même le logiciel, en fait, du coup, j'ai créé le logiciel, j'ai dit voilà, j'ai tous les mails, les preuves et tout. Et le logiciel m'a dit vous faites comme vous voulez, mais si le client maintient le litige, eh ben, on lui donne raison en gros et vous avez un litige avec nous aussi. Ouais, non, mais c'est insupportable. Ah ouais, non, mais en fait, c'est pour ça que je fais ça, ça me dégoûte. J'ai commencé à aller chercher le numéro de téléphone de la banque dans laquelle elle était. J'ai regardé des adresses. J'ai regardé sa banque. J'ai fait dans un rayon. À mon avis, si tu te mets en mode déglingo et que t'as pas à perdre comme toi qui est dans la banque et tout, je pense que tu peux faire quelque chose. Et moi, je voulais trouver le nom du banquier. J'ai même appelé, il a raison. Il a raison. Moi, je me suis dit, bon, pour 2500 balles. Mais en fait, t'as la sensation de te faire question de gentillesse. Mais c'est un vol. C'est un vol. C'est du vol. Et en fait, moi, je comprends pas comment le banquier il peut faire ça. Il n'a pas le droit. Parce qu'il peut pas savoir, lui. Mais si, le gars, il y a un an, t'as payé il y a un an. Tu me fais pas un rappel de carte d'il y a un an? Bah, il peut se dire, il dit voilà, on me l'a volé, il fait même un dépôt de plainte et c'est fini. Ouais, dépôt de plainte, j'ai perdu ma carte. Oui, mais pas il y a un an, tu vois. Bah, pas il y a 6 mois. Ouais, moi, je pense qu'à mon avis, il y a matière à faire chez un mec qui est vraiment malhonnête. Je pense que tu peux un peu le niquer sur des trucs et ça peut lui retomber dessus, je pense. Bah bon, après, on passe pas pour de la perte d'énergie. Mais c'est ça, après, là, j'ai pris un avocat. Et il a géré le litige à ma place. Ok, et alors ça. Bah, j'ai récupéré une partie, mais la partie que j'ai récupérée, je l'ai donnée à l'avocat. C'est ça. c'est ça. Mais rien que tu vois, même c'était le principe en fait. Même si tu t'assois sur une partie ou la totalité, au moins tu as été défendu, tu t'es fait justice et tu dors mieux. Je préfère franchement donner 100% à un avocat que de perdre 100% auprès de quelqu'un malhonnête. Vraiment, et je serais prêt à le payer ça. Après, ça fait travailler un petit peu le self-control. Exactement. Et puis ça envoie de la justice dans l'univers. En gros, essayez de pas me niquer, sinon ça va mal se passer. Et c'est comme avant d'avoir notre business de formation, on avait un e-commerce. Et tu n'imagines pas le nombre de fraudes qu'il y a dans le e-commerce. Nous, on vendait des appareils photo réflexe numérique. Donc des trucs à 3 4 000 balles. Donc tu envoies le truc. Et en fait, ah bah non, c'était une carte volée. On vous reprend les 3 4 000 euros. Et tu récupères pas le produit. Donc t'as tout perdu. T'as perdu le produit. Et quand tu margeais parfois à 15 euros. Cette année, ça n'a pas marché. Une fois, ça nous est arrivé. Et tu sais, on disait, mais normalement, il y a une assurance. En fait, parce que moi, je travaillais à la banque. Donc, je vendais les assurances avec les cartes. Tu vois. Donc, quand je vais, ça sert à quoi cette assurance? À rien. Vraiment, l'assurance ne sert à rien. Parce que ce n'est jamais la banque qui paye. C'est un scam. Quelle est la... Ah oui, d'ailleurs, c'est fini ça. Il y a des gangs Amazon qui s'organisaient, rappel de colis, je l'ai pas reçu, machin, qui détournaient massivement. Ils sont tous en correctionnel. Là. Ah ouais, c'est bien. Bah oui, je pense que c'est bien, c'est une bonne chose. Même si c'est Amazon.
J'ai eu un discours de gauchiste. Enfin, excusez-moi. Même si c'est une grosse boîte. Prends-toi. Oui, un verre d'eau. Excusez-moi. Prends un verre d'eau. À défaut de prendre du rhum, prends un verre d'eau. Donc oui, il faut pas laisser passer ce genre de choses-là. Quelle est la vidéo ou le contenu qui a le plus cartonné? Qu'est-ce qui marche très bien chez toi dans tes contenus? C'est quand je donne de la valeur. Ouais, De la valeur, ouais. Sujet, Et après, il y a une vidéo qui a très bien marché aussi. C'est une personne, un petit peu comme ce qu'on est en train de faire, qui m'a interviewé. Et la vidéo a cartonné aussi. Et en fait, les gens, ils arrivent à s'identifier. Ils me disent, ah, j'ai eu le même parcours de vie que toi et tout. Je veux que tu m'accompagnes. Et ouais, ça a très bien marché aussi. Intéressant. On va parler un peu business en ligne, plus dans le détail. Aujourd'hui, tu vis à l'origine de tes investissements immobiliers. J'imagine que maintenant, tu vis aussi à 100% de ta création de contenu et de business en ligne. Ouais. Aussi. Je prends beaucoup plus de plaisir, pour te dire, dans le business. Que dans l'IMO? Que dans l'IMO. En fait, dans l'IMO, ce que j'adore, c'est acheter et retaper. Mais après, la partie gestion locative et tout, aujourd'hui, ça me fait un peu chier. J'essaie après d'avoir la même ligne de conduite que dans mon business, c'est-à-dire d'être proche des gens. Mais au bout d'un moment, ma journée a fait que 24 heures, il n'y a que 7 jours dans une semaine, donc ça devient un peu difficile. Et du coup, cette partie-là, je prends beaucoup plus de plaisir dans l'entrepreneuriat à développer ma boîte. Et ça, c'est un kiff. Comment tu vends quoi et comment tu t'es lancé à créer tes programmes? Déjà, on a beaucoup réfléchi. J'étais avec 2 collègues de la banque. Je dit, vas-y, on se fait un week-end, je vous invite. Et on va réfléchir au produit. J'ai envie de lancer un produit. On va réfléchir ensemble. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi le nom Ton Banquier à domicile. Et après, on s'est dit comment on peut aider les gens. Et même si je veux les aider sur l'investissement dans la globalité, quelle est mon expertise? L'expertise, la première, c'est le financement. Et du coup, sans financement, pas d'investissement. Donc voilà, après on a réfléchi là-dessus. Au début, j'ai fait en mode artisan, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc comme pour les travaux, j'ai commencé comme ça tout seul avec un collègue qui m'a donné un coup de main. Puis j'ai développé. Et après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient beaucoup d'argent avec l'entrepreneuriat. Et ça a commencé à m'ouvrir un petit peu l'esprit. Je me suis dit, oh, alors, comment on peut faire pour faire ça? Et puis de plus en plus, tu vois, je suis venu à Maurice. Franck m'a donné son réseau aussi. Donc m'a partagé son réseau. Donc je t'ai appelé, je t'ai dit... Alex, je suis à Maurice, est-ce qu'on pourrait se voir? Tu m'as dit non, moi je suis en France. Ah oui, je t'ai renseigné sur l'IMO et puis après j'ai acheté une de tes formations. Yes. J'ai regardé ce que tu faisais, puis j'ai regardé ce que d'autres personnes faisaient. Je me suis dit pourquoi je ne ferais pas la même chose? Donc me focaliser vraiment sur la formation et l'accompagnement. Et voilà, puis j'ai dupliqué. Parce qu'en démarrant de zéro, tu as déjà fait des beaux chiffres d'affaires. Tu parles un peu de tes chiffres ou tu préfères que ça reste Ouais, sur le challenge, on pourra évoquer les chiffres du challenge, il n'y a pas de souci. Après, voilà, moi, ce que je vois, c'est que j'ai commencé par accompagner 20 personnes, puis 30, puis 50, puis 200. Et cette année, je pense que voilà, on sera plus proche des 400 que... Ouais, c'est bien. Ouais. Tu as vite appliqué en fait, les recettes qui fonctionnent. Tu t'es pas posé plein de questions en disant ouais mais là ça va être trop compliqué parce que machin, moi c'est pas pareil parce que ceci. Tu as fait un truc qui fonctionne, tu l'as fait intelligemment, tu bosses beaucoup aussi. Ouais. Et tu as des très beaux résultats. Je pense que alors peut-être qu'il y a des gens qui travaillent moins et après faut que ça soit un équilibre par rapport à chacun, par rapport aux envies qu'on a. On n'a peut-être pas tous les mêmes envies, mais je pense que déjà quand tu bosses, tu pars avec un gros avantage par rapport aux autres. Et puis après, en réalité, si tu regardes ce qui marche sur les autres, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi si tu appliques scrupuleusement ce que tu vois. Totalement. Donc là, sur le challenge, j'ai regardé ce que vous aviez fait, vous m'avez aidé, vous m'avez accompagné, vous m'avez donné des tips. J'ai regardé aussi ce que d'autres personnes ont fait et puis voilà, j'ai dupliqué, j'ai eu des résultats. Maintenant, il peut y avoir des imprévus, mais si tu fais tout bien, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de résultats. Ouais, on a déjà fait des épisodes spéciaux sur les challenges en ligne, donc on vous conseille d'aller regarder dans la description et de vous inscrire au prochain challenge qu'on organise pour vous expliquer comment faire et puis qu'on vous donne des conseils qu'on a donnés aussi à Christophe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chiffres de ton dernier challenge? Donc un challenge en ligne, c'est un événement pour ceux qui débarquent de 1 semaine, 5 jours, où tous les jours vous allez être en live d'une manière spécifique. C'est pas vous faites un live Insta, coucou, bonjour. Non, il y a une phase de préparation très importante qui mène à générer jusqu'à 1 an de chiffre d'affaires sur une période très courte de 10 jours, 2 semaines, avec un mécanisme marketing bien particulier. Avant ça, est-ce que tu peux juste nous dire c'était quoi ton business, comment tu fonctionnais avant et pourquoi tu es arrivé au challenge? Alors, sur les 2 premières années de ma boîte, je fonctionnais qu'en organique, c'est-à-dire avec mes vidéos Insta. J'ai des vidéos Insta, je redirigeais les gens vers des appels que je faisais aussi et je les redirigeais vers les accompagnements que je proposais en fonction de leurs besoins.
l'année dernière, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. J'ai fait des Webi toute l'année. C'est-à-dire toute l'année, le dimanche ou après le jeudi, parce que j'en ai marre du dimanche, j'ai une vie de famille et ça me faisait chier. Je me disais, putain, mais le dimanche, c'est pas possible. Je suis avec mes enfants, le seul jour où je peux me reposer, il faut que je bosse même le Webi, donc ça me sapait le moral. Donc j'ai dit, non, je passe sur le jeudi. Et du coup, j'ai fait des Webi, j'ai fait 35 Webi, je crois, sur 52 semaines. Ah, bien, hein. Pas mal. Et du coup, c'est comme ça que j'ai accompagné 200 élèves. Donc, suite au Webi, je proposais une candidature ou un produit en direct, notamment mon produit phare qui était l'accompagnement sur le financement. Et voilà. Et à l'issue aussi de l'année, avec Franck, on organise un séminaire qui s'appelle R360, la puissance du réseau, dans lequel tu as des speakers. Ouais, j'étais speaker. Très bonne ambiance, je recommande. On s'amuse bien, des gens de qualité, des speakers de qualité. Je pense que c'est un très bon moment. Ouais, génial. En fait, c'est sur 2 jours et voilà. Et ma personnalité, c'est de donner toujours le maximum de contenu. Donc, toujours des bons speakers. Moi, je donne le maximum de contenu aussi. Et à l'issue, je propose le mastermind, donc qui est mon accompagnement un peu phare. Et du coup, il y a des gens qui rentrent dans le programme. Donc ça, c'était l'année 2024. Et cette année, les Webi, ça n'a pas fonctionné. C'était pas incroyable depuis le début de l'année. Quand je vous ai contacté, je me remettais en question. Je me suis dit, merde, ça ne fonctionne pas du tout comme j'avais prévu. J'étais parti sur des objectifs élevés. Et au final, il n'y a rien qui fonctionne. Tes charges, vu que j'avais augmenté le nombre de personnes qui rentraient dans l'écosystème, je me suis entouré de coachs, de collègues aussi de la banque que j'ai pris avec moi maintenant, qui travaillent avec moi à plein temps pour monter les dossiers bancaires des gens. Donc ça fait des frais fixes. Donc j'avais beaucoup de frais fixes et je rentrais rien du tout. Donc sur le début de l'année, c'était très complexe. Et j'avais le challenge. Et sur le challenge, je voulais absolument pas me tromper. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes intervenu aussi. Et après, sur le challenge, pour parler des chiffres, j'ai investi 16 000 € de pub. Et on a fait plus de 250 000 de chiffre d'affaires. C'est beau ça, c'est une mission accomplie. Très beau héros, oui. Mais après, voilà, c'est encore une fois du travail, beaucoup de travail. C'est vrai qu'on voit, c'est sur 5 jours. Donc, tu fais ce chiffre d'affaires sur 5 à 10 jours, comme tu disais, parce qu'après, j'ai refait aussi, d'ailleurs, sur les conseils que vous m'avez donnés, j'ai refait un Webi qui résumait tout ce qu'on a vu pendant la semaine. Mais c'était beaucoup de travail. C'était de 8h à minuit. On faisait un live où je donnais de la valeur pendant 5 jours. Et après, pour les gens qui le souhaitaient, on passait encore sur du coaching un peu plus poussé en petits groupes. Donc ça a été énormément de travail. Ouais. Bravo en tout cas. Quand même, bravo, 250 000 € de chiffre d'affaires donc en quelques jours, c'est quand même génial. Et ça montre aussi la puissance de la méthode des 5-Day Challenge. Oui. Et donc ça, c'est top. Moi, j'aimerais donner une observation pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient réussir à vendre leurs programmes et services sur Internet via les challenges. C'est Christophe, c'est pas le genre de personne qui réfléchit en oui, mais. Oui, c'est clair. Parce que je peux vous dire un truc avec Fabien, en coach de nombreux entrepreneurs et apprentis entrepreneurs, et on va savoir ceux qui vont avoir le plus de résultats le plus rapidement par rapport aux autres. Donc, plus vous allez dire oui, mais, et moins vous allez faire de chiffre d'affaires. Est-ce que ça fait quand même longtemps qu'on connaît le sujet. Certes, on n'est pas les plus brillants, les intelligents du monde, mais bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait ça. Et toi, Christophe, tu observes, tu regardes, tu poses des questions, tu appliques, tu as des résultats. Et d'autres fois, on a d'autres personnes qui, on va leur dire un truc, oui, mais moi, c'est différent. Oui, mais si je fais ça. Oui, mais là. À chaque fois, vous dites oui, mais. Vous perdez 10 000 €. Ouais, non, c'est vrai. non, mais franchement, c'est très juste. Moi, c'est un truc que j'ai identifié justement en faisant des masterminds. On en parlait ce midi en mangeant. Les gens qui réussissent ne disent pas oui, mais. Et les gens qui réussissent, même quand ils ont un niveau assez élevé, ils sont toujours une oreille qui traîne quelque part pour écouter n'importe qui, parce qu'il y a toujours un conseil bon à prendre de n'importe qui. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que moi, c'était mon évolution à moi, parce que plus jeune, j'avais tendance à dire oui, mais moi, tu vois, c'est pas pareil. Oui, mais tu vois, moi, moi, je veux pas trop faire ça. Ouais, mais tu vois. Et on s'en rend pas compte des oui, mais. Et quand tu vois les gens qui réussissent, qui sont en fait très humbles, on pense toujours que les gens qui réussissent sont un petit peu un melon de ouf et pas un melon et qui veulent jamais partager leurs idées, mais au contraire en fait, plus les gens réussissent, plus ils sont contents que les autres réussissent aussi, donc ils ont envie de partager leur savoir. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai jamais eu de jalousie, c'est-à-dire quand j'accompagne des gens, j'ai déjà accompagné des gens qui avaient beaucoup plus de bien que moi. Moi, je suis très content pour eux, enfin tant mieux. Je veux dire, il n'y a pas de jalousie, mais les gens qui réussissent mieux dans l'entrepreneuriat, au contraire. Dis-moi quelle est ta méthode et je vais essayer de faire la même chose. Ouais, c'est ça. Et même, il y a un petit côté compétition, tu vois. C'est ce que je disais au séminaire, c'est que pour moi, l'investissement, c'est comme l'entrepreneuriat, mais c'est comme le sport de haut niveau. Et moi, j'aime bien la compète. Donc, si je vois des gens, tu vois, je me suis dit, putain, Alex et Fabien, ils arrivent à faire 700 000 avec un challenge. Vas-y, moi aussi, je vais essayer de faire la même chose. Et tu essayes toujours de pousser le truc pour réussir. Mais le conseil, c'est vraiment investissez en vous.
Et n'ayez pas peur de mettre, tu vois, c'est ce qu'on disait à midi, n'ayez pas peur de mettre de l'argent sur la table pour vous faire accompagner parce que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Et là, ce n'est pas une technique marketing, c'est juste que plus tu investis en toi, plus tu vas rencontrer des gens qui l'ont fait, tu vas t'entourer de personnes qui l'ont fait et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs et tu vas te créer un réseau aussi. Parfait. Il y a beaucoup de gens qui disent encore, même aujourd'hui, les formations en ligne, c'est de l'arnaque. Qu'est-ce que tu vas apprendre de plus que tu vois déjà sur YouTube? C'est vraiment un truc pour scammer les gens. Il faut être faible pour acheter un programme d'accompagnement, une formation en ligne. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je réponds que c'est des conneries. Déjà, tu vois, sur 5 jours, la valeur, je sais très bien que sur vos challenges et sur ce que j'ai donné là pendant 5 jours, les résultats, enfin voilà, les gens qui doutent, ils peuvent aller voir. Les résultats étaient incroyables. C'est-à-dire que les gens m'ont remercié. Merci, je ne sais pas comment tu fais pour donner autant de valeur. Mais il faut comprendre que ça, c'est que 10% de ce qu'on peut donner. Déjà, tu es sur 5 jours. Nos programmes d'accompagnement, ils sont sur 1 an. Et en plus, c'est personnalisé. Ça veut dire que c'est en fonction de ta situation perso. Une formation, ça reste généraliste. Donc déjà, pour quelqu'un qui débute, ça va être énorme ce que tu vas apprendre dans une formation. Mais en plus, si tu as du coaching et que c'est personnalisé, tu peux toucher les étoiles si tu as envie, encore une fois, que tu es déterminé. Non mais c'est vrai, hein, c'est que nous on est souvent attaqués évidemment vu qu'on fait des publicités sur, sur le fait qu'on est des vendeurs de rêves, que ça se saurait si on pouvait faire de l'argent comme ça. Mais en fait ça se sait et c'est possible en fait. J'ai une personne dans ma famille qui a commencé le sport en ligne avec le Covid et au début sur le Pilate. Donc, il s'appelle Fabien aussi comme moi. Si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Et il me demande des conseils. Je lui demande des conseils et tout. Je dis là, il faut que tu fasses un programme machin, comme ça, tac, tac et tout. Et là, il le fait pas. Il traîne. Il continue il se focalisait sur ses vues YouTube. Tu vois. Il disait, ouais, je comprends pas là, j'ai perdu. C'est vraiment YouTube. Quand tu arrives à 1000 abonnés, il t'enlève des vues. D'accord. Tu vois. Je dis, bon, on s'en fout. C'est pas le sujet en fait. Ce qu'on veut, c'est que tu aides des gens. Et non, lui, il était focus là-dessus. Mais il a continué. Là, je vais sur son compte Facebook, il a 150 000 abonnés sur Facebook, 40 000 sur Instagram. Il fait des vidéos qui font plusieurs millions, tu vois. Il n'a toujours pas fait un programme en ligne. Ah. T'imagines? Et là, quand je vois ça, je dis à Amélie, je fais putain, mais là, la première année, 500K, sans forcer. Ah, je suis pas sûr, moi. Ah bah, si. Je vais te partager tu vois, on a partagé les chiffres du challenge. Ouais. Ce qui a marché, c'est beaucoup de travailler donc, avec des partenaires. Et j'ai une des partenaires, c'est une nana qui fait des millions de vues sur Insta, donc sur ses réels, qui a 60 000 abonnés. Elle n'a jamais vendu un produit. Quelle thématique? Pareil, IMO, et avant elle faisait garde-robe, je crois, mais maintenant elle fait principalement de l'IMO depuis 2-3 ans. Je me suis dit, ça va être un carnage sur ses clients, puisque elle n'a jamais rien vendu. J'ai fait 0 vente, 19 inscrits. Avec elle? Ouais. Ah oui, elle était partenaire. Mais elle t'a envoyé combien de personnes? 19. 19 personnes, c'est tout? Ouais. Mais elle avait dû faire juste une story. Ouais, mais c'est une story, c'est pas qualifié. Donc, je sais pas, ça dépend. Moi, je suis pas sûr que les abonnés, surtout sur des thématiques, des fois, tu as des gens qui s'abonnent mais qui feront jamais rien avec toi. Quoi. Ouais, oui. Je pense qu'au-delà, ça c'est sûr, mais au-delà de la thématique, je pense que c'est la posture qu'on a avec la thématique. C'est-à-dire, plus vous allez assumer de vendre quelque chose, d'avoir une relation transactionnelle avec les gens tout en étant à l'aise et en étant cool, c'est-à-dire que pour moi, c'est normal de vendre. Eh bien, je pense que les gens achèteront le plus vite. Mais le fait d'attendre en faisant monter les abonnés, les vues, etc., je pense que c'est un piège parce qu'on peut être souvent déçu lorsqu'on se dit bon bah salut, aujourd'hui j'ai un truc à vous vendre. Quoi? Après 4 ans de contenu, tu veux nous vendre? Je le savais, ça fait 4 ans que je te suis, je le voyais dans le fond de ton regard que tu avais quelque chose que tu avais en préparation, je le savais. Alors que si dès le début tu dis ouais là, on fait du sport, bon un jour je vais vous faire un programme payant, vous allez voir, on va level up, mais je travaille dessus, je vous tiens au courant, machin. C'est eux qui vont dire il est où ton programme? Ça fait 6 mois que tu nous en as parlé, il est où ton putain de programme? Donc voilà, donc tous ceux qui ont une communauté sur internet, là, attendez pas le bon moment parce que plus vous allez attendre et plus vous allez être frustré. Vous allez avoir des énormes communautés et vous allez faire un putain de SMIC alors que vous devriez faire un million. Mais il y a pire que ça. Imagine-toi, tu as, je sais pas, 200 000, 300 000 abonnés et que demain ton compte Insta il saute. Ah oui. Et que tu n'as rien proposé, que tu n'as pas de mail. Parce que tu vois, c'est pareil, cette fille, je lui ai dit, mais tu as une liste mail? Ah bah non, je n'ai jamais collecté de mail. Ah ouais. Ah putain, je me dis. Avec 60 000 abonnés engagés. Ouais. Elle s'est jamais formée cette personne? Non. Voilà. Ah ouais. Il faut que cette personne clique sur le lien en dessous pour venir de challenge, qu'elle regarde le challenge et qu'on la forme. Ce n'est pas parce que vous êtes créateur de contenu de qualité que vous êtes un bon vendeur, un bon marketeur et un bon entrepreneur. Ouais, c'est clair. Il faut vraiment le savoir, ça. Ouais. Non, mais c'est une vraie compétence à améliorer, le marketing.
Et pourquoi je disais, en effet, je reprends l'exemple de mon cousin, c'est qu'il a beaucoup d'abonnés, il pourrait vraiment vendre, mais il n'arrive pas à développer cette compétence marketing, à se mettre en avant, à avoir un message. C'est parfois qui peut être, on se dit, ouais, non, mais là, je suis pas à l'aise avec le message, je suis pas là pour vendre. Ouais. Mais si, on est là pour vendre. J'aimerais passer un message, alors pas spécialement à ton cousin, mais à toutes les personnes qui me disent, ouais, moi, je suis pas là pour faire du business, je suis pas là. J'ai envie de dire, fermez votre gueule et arrêtez de faire n'importe quoi. Parce que oui, c'est un peu violent ce que je viens de dire, mais ferme ton compte YouTube, ferme ton compte Instagram, mais fais autre chose. Parce qu'en fait, c'est une excuse. Ouais. Et si tu veux vraiment rendre service aux gens qui te suivent, qui te follow, qui sont abonnés, tu leur envoies un programme pour qu'ils se bougent les fesses et qu'ils arrêtent de picorer du contenu gratuitement à rien faire. Et puis les abonnés, ça paye pas la villa. Non. Non, mais encaisser pour ça. Non, mais en plus, il y a un autre point, c'est que c'est vrai que ces gens-là qui ont cette idée-là, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'ils aideraient beaucoup plus les gens en leur faisant un programme spécialisé pour eux et personnalisé. Ouais, et puis un peu, je suis désolé, hein, c'est la deuxième claque, mais vous êtes qui pour juger? Non, mais moi, machin, etc. Non, toi, rien du tout. Non, mais c'est vrai, rien du tout, quoi. Là, t'es un spectateur. Là, tu parles comme si t'étais un auteur, mais t'es dans tout au fond du stade. Là. Il faut que tu faut travailler, il faut y aller, il faut aller dans l'arène, et là, t'auras un avis, peut-être, quand t'auras fait un peu de cash et d'expérience, tu pourras dire ce que t'en penses. Parce qu'il y a autre chose sur ce métier-là, une question qu'on a souvent, enfin, une attaque qu'on a souvent, c'est, mais en fait, c'est quoi les pigeons qui se font avoir tes clients, c'est des pigeons en fait. Moi, j'ai pire que ça sur les pubs. Sur les pubs, j'ai des gars qui me disent mais purée, ta tête, toi, t'es braqueur de banque, t'étais pas banquier. Ah ouais. T'étais rasé de la barbe. Ouais. Et après, tu nous dis, ah, c'est bon, encore un qui va nous vendre, qu'il a 50 biens. Je dis putain, mais je dis viens à une conférence si tu veux, parce que sur les conférences, je montre mes titres de propriété, mes offres de prêt. Donc, je montre tout. Donc, je dis, bah, viens à une conférence, tu verras tout. Ouais. Il est le Vito Corleone de la formation de l'immobilier. C'est vrai que tu as peut-être une tête de malfrat. Ces gens-là ont besoin de se rassurer parce que quand tu vois... Alors c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont un peu des scammers et des fraudes, hein, on va pas se mentir. Mais les gens surestiment le nombre de personnes qui sont malhonnêtes. Je pense qu'il y a des malhonnêtes comme dans n'importe quel secteur et il n'y en a pas plus sur Internet que sur les autres secteurs. Moi je pense sincèrement qu'il y a des scammers partout. Peut-être dans la crypto, il y en a un peu plus que la moyenne. Mais sur le reste, non. Et sur la formation, j'ai déjà vu des gens qui étaient des arnaqueurs. Mais ils ne restent pas longtemps en ligne, ils ne font pas carrière, c'est du court terme. Donc c'est pour ça que les gens manquent un peu d'analyse quand ils voient des gens comme nous qui sont, nous sommes quand même structurés, on fait des choses, on a quand même pignon sur la rue de l'internet, tu vois, on est quand même visible et ça se saurait si on se camait les gens depuis 5 ans, 15 ans, 10 ans. Déjà, on aurait eu des procès, on les aurait perdus, on aurait eu des condamnations, etc. Donc, à un moment donné, il faut vous réveiller. On est juste en 2025, c'est la creator economy, c'est normal. C'est comme ça qu'on gagne son argent sur Internet maintenant. Le Minitel, c'est terminé, d'accord. Maintenant, des smartphones où tu peux faire sur ChatGPT des trucs de dingue et transformer en caractère du studio Ghibli. Donc, arrêtez de nous casser les couilles avec ce genre de remarques et mettez-vous à jour. Parce que les gens disent, ouais, en un jour, tu peux t'appeler Kevin, tu t'appelles Kevin. Non, c'est pas le bon combat. Le vrai truc à jour, c'est maintenant, tu peux gagner ta vie sur Internet et réveille-toi si c'est pas le cas. Ouais, très juste. Très juste, tu as raison. C'est quoi le projet dans les prochains mois, prochaines années? C'est quoi ta vision? Tu continues à investir dans l'immobilier? Tu continues à faire du business en ligne? Tu achètes une maison à Maurice avec vue sur la mer? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu tout ça. L'immobilier, je continuerai toujours parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, même s'il y a un côté sur la gestion que j'aime moins, les opportunités viennent grâce au réseau que j'ai mis 10 ans à me construire. Et que je partage aujourd'hui avec les gens que j'accompagne. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais. Tant qu'il y a des opportunités, tu peux avoir des financements, je continuerai toujours. L'entrepreneuriat, j'adore ça, donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterais non plus, d'autant plus qu'au fur et à mesure que tu te développes, tu mets des choses en place, tu mets de plus en plus de trucs en place, tu te constitues une équipe. Donc j'ai envie de continuer aussi de développer ma boîte. Et après, partir à l'étranger, pourquoi pas dans les prochains mois. On prospecte, donc pourquoi pas l'île Maurice, les Antilles, à voir. On ne sait pas du tout, la Haute-Savoie même. Aujourd'hui, on est en Île-de-France, même si c'est un autre... ça n'a rien à voir, je sais pas, on se ferme pas de porte. La Haute-Savoie, c'est magnifique, mais ça reste un territoire communiste. Hein. Je veux juste te rappeler. En Suisse, tu vas juste derrière. Ouais, fais un petit pas en plus supplémentaire. Là, on va avancer. Là, mais mais en tout cas, c'est clair que c'est dans les tuyaux. J'aimerais offrir à mes enfants une autre qualité de vie. Oui. Et puis voilà, quand tu pars, je trouve, moi j'ai toujours fait beaucoup de voyages, tu rencontres des gens qui ont une autre vision. Et tu vois, je l'ai vu même quand on est parti 2 ans à Saint-Barth. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous rentrez en France. Mais quand je suis rentré après 2 ans, je me suis dit, waouh,
J'ai vécu tellement de trucs en 2 ans et je récupère mes potes, ma famille, tout. J'ai l'impression qu'en fait, la vie, elle est restée figée. Oui. Il s'est rien passé dans leur vie, quoi. Je suis retourné à la banque, mais j'ai l'impression que je n'avais jamais quitté, quoi. Les gens, c'est toujours les mêmes, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé, il s'est rien passé dans leur vie. Ça, c'est à la guerre, c'est ok, mais c'est juste qu'ils font de la gueule. Et ça, c'est horrible. Tu sais, quand on est rentré aux vacances de Noël, on était avec ma femme, on faisait la queue pour récupérer un colis. Et à Maurice, il y a de la vie, tu vois. Enfin, les gens parlent, les gens sourient. Et dans cette queue, pour récupérer les colis, on était une quinzaine, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il n'y en a pas un seul qui parlait. C'était tous comme ça. Et nous, avec ma femme, on parlait, tu sais. Alors du coup, c'est vrai que ça parlait fort, parce que quand tu vis au soleil, tu parles plus fort. Donc on parlait et tout. Et là, tu vois tous les gens qui nous regardent, qui se tournent comme ça. Tu sais, qui nous regardent. Je fais putain, mais waouh. Et ils arrivent au buraliste pour récupérer le colis. Tu sais, ils tendent leur papier. Ouais. Bonjour, au revoir. Tu vois. Wow. Et nous on est arrivés, bon ça va et tout, alors vous êtes en l'île Maurice et tout. Et en fait les gens ont besoin d'avoir un déclic, tu vois, en fait, t'as raison, ils sont restés figés dans leur morosité, et puis en plus avec l'actualité qu'on leur sert comme soupe, tu sais, ça les plombe encore plus, on va leur dire qu'ils vont mourir parce qu'on leur donne un petit livret là, parce que là, ils vont bientôt mourir, il faut créer un bunker. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est perdu. Mais ça, c'est le système. On rentre dans la minute complotiste de ce podcast, mais je le disais à Fabien ce matin. J'ai été dans le taxi ce matin avec Fabien pour te rejoindre, et ce matin, j'ai demandé à ChatGPT si tu étais le diable, qu'est-ce que tu ferais pour mettre fin à l'humanité, tu vois. Et je me suis dit, il répondra jamais, il est beaucoup trop woke. Et il m'a étonné, il m'a fait une to-do list très précise de comment mettre fin à l'humanité. On en fera un podcast complet. Ouais, il faut qu'on en fasse un podcast complet, donc je vais pas tout spoiler. En tout cas, il n'est pas pour la méthode de la bombe nucléaire, parce que toi, tu peux te faire contrer trop rapidement. Il faut faire un truc beaucoup plus insidieux, beaucoup plus subtil, tu vois, beaucoup plus manipulatoire. Et en fait, c'est exactement ce dans quoi on est en train d'échanger là tout de suite maintenant. C'est qu'en fait, la plupart des gens sont maintenus une espèce d'hypnose pour les rassurer sur le fait qu'ils vont jamais mourir. Tu vois, avec un peu de chance, si je bosse toute ma vie à la banque, en fait, peut-être que je peux vivre 200 ou 300 ans, tu vois, peut-être. C'est surtout que tu prends pas de risque, donc ta vie continue, tu as l'impression d'être encore dans la partie. En fait, tu es dans une ligne droite comme ça. En fait, tu es dans le contrôle, tu te lèves le matin, tu vas à la machine à café, bisous, Josiane, comment ça va? Oh, comme un lundi, ta gueule! Non, c'est pas ça. Donc tu continues, tu vas à ton bureau. Et puis en fait, c'est ça, tu es en contrôle, tu vois, parce qu'il n'y a pas de risque, il n'y a rien qui va se passer. Et en fait, tu maintiens ton inconscience sur une espèce de sécurité illusoire. Et en fait, ce qui fait, c'est que tu liquéfies ton courage. Et puis tu n'es plus qu'un petit pion dans la matrice qui fait qu'à la fin, tu te prends 3 doses, tu t'attends ton fascicule pour aller faire la guerre en Ukraine, et tu t'appelles Kevina alors que tu es né avec une caquette. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Source ChatGPT. C'est agréable. mais ça, tu vois, c'est typiquement la vie que je pourrais jamais avoir. Parce que des fois, ma femme, elle a compris maintenant, mais au début, elle me dit, tu vas t'arrêter quand? Je disais, encore un bien, je m'arrête. Et puis aujourd'hui, tu vois, elle me pose même plus la question. Elle me dit, de toute façon, je sais très bien que tu t'arrêteras jamais. Oui. Mais faire quel quoi, ennui. Enfin, oui, pourquoi faire? Tu vas faire quoi sinon? Qu'est-ce que tu te fais chier? La vie, c'est court, tu vas faire quoi? Bien sûr. Non, on peut ralentir sur certaines périodes. Oui. J'étais fatigué, tu vois, je ralentis. Mais en fait, quand t'es là-dedans, tu veux toujours faire des trucs, tu peux jamais t'arrêter. Quand t'aimes faire ce que tu fais. C'est vivre. Ouais. Prendre des risques, créer des choses, c'est vivre. Y a pas à faire, c'est mourir avant l'heure. En fait, t'es mort psychologiquement, c'est juste que physiquement, ton corps est encore présent, mais tu n'es qu'un fantôme. Ouais. Dérouler toute ta vie, faire 9h, 17h, moi je sais pas, tu te fais tellement chier. Ouais. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous sentez une petite frustration à l'issue de cette conversation, je vous invite à faire 2 choses. C'est déjà vous likez la vidéo, ensuite vous inscrivez au challenge et vous abonnez à la chaîne de Christophe, ça fait 3. Si tu veux commencer de zéro, recommencer de zéro avec 10 000 euros en poche, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Ceux qui me disent mais moi j'ai pas 10 000 euros, mettez de côté et vendez des trucs et arrêtez de nous casser. Bon, tout le monde devrait pouvoir mettre 10 000 euros rapidement de côté. Revendez votre télé. Mais tu te rends pas compte de ce que tu racontes? Non, je me rends pas compte. Complètement bourgeoisé, déconnecté du réel. Ici, il y a des gens qui souffrent. C'est quoi ces mâles blancs là? Moi aussi, je souffre. J'ai chaud. C'est vrai, moi aussi, j'en peux plus. Au lieu d'acheter une bagnole, tu mets les 10 000 euros de côté parce que ça, il y en a un paquet de gens qui font des crédits conso pour une bagnole. Voilà, merci. Donc, ça, j'ai vu des mecs, pas une thune. Si t'as une télé, un iPad et un iPhone, double claque. Ils ont pas une thune. Moi, j'avais un pote, un très bon pote à l'époque. Il a pas une thune. Dès qu'il a commencé à avoir un salaire, il a fait un crédit de 8 000 balles pour acheter une Opel Astra, je sais pas quoi. Je dis putain, mais
Ouais, donc, mais même le dernier iPhone, tu vois, il y a des gars, moi je vois, c'est pareil, autour de moi, ils achètent un iPhone, ils n'ont pas d'argent. Pourquoi tu as besoin du iPhone 18? Tu t'en sers même pas, c'est même pas ton boulot. Enfin, tu travailles à, je sais pas, au champ ou n'importe, t'as pas besoin d'avoir le dernier iPhone pour faire la photo du produit du yaourt. C'est une punchline, ça. Pourquoi tu as un iPhone 16, tu travailles chez Auchan? Non, mais tu vois, c'est pas dans le cadre de ton boulot, c'est pas péjoratif. Bien sûr, si tu t'en sers tous les jours pour faire des vidéos, ok, mais sinon. Voilà, si t'es créateur de contenu, c'est autorisé. Si t'es consommateur de contenu, quatrième claque. Ça en fait dans le podcast. Mais c'est mérité. Donc tu as dit 4 côtés. J'ai dit 4 côtés, je refais la même chose que j'ai fait, je fonce. Et puis surtout cette fois-ci, je ne referai pas les mêmes conneries. Donc j'apprends, je regarde ce qui se fait et je duplique en fait ce que je fais aujourd'hui. Bah, je le ferai il y a 15 ans et j'aurais gagné 15 ans dans ma vie. Donc comme j'ai dit, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à investir en soi. C'est encore une fois, voilà, c'est pas forcer les gens. Putain, regardez des vidéos YouTube, acheter des livres, ça coûte 20 balles. Mais faites quelque chose. Tu peux faire tellement de trucs. Donc si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Au début, quand j'avais pas d'argent et que j'ai commencé mon business sur Internet, j'avais pas encore les sous pour acheter des formations à 2000, 3000. J'ai mis quelques années avant d'acheter mon premier programme. Je crois que c'était autour de 2010. C'était sur les lancements orchestrés. Donc la boucle est bouclée, parce que maintenant on fait la même chose en live sur les challenges. La plus grosse formation que j'ai achetée, je crois à l'époque, c'était ça, $2 500 de Jeff Walker. Et après ça m'a motivé à faire mon premier lancement vraiment orchestré professionnel que j'avais fait. J'avais gagné 65 000 euros ou 60 000 euros, un truc comme ça, juste après, dans mon business de coaching relationnel. Non, mais il y a un moment, il faut payer. Oui, il faut payer. Et après, c'est même plus pour la technique, c'est pour la façon de réfléchir. Comment réfléchir, c'est les gens qui sont à 2 fois, 3 fois, 10 fois au-dessus de moi, et le réseau. Ouais. Et c'est ça que tu achètes. En fait, quand tu te fais coacher, nous, on le voit souvent, et j'imagine que toi aussi avec tes élèves, ils te posent une question et toi, tu réponds d'une manière où ils n'ont même pas vu, ne serait-ce que le début de l'imagination d'une réponse pareille. Et là, ils ont un déclic. Ils se disent, mais en fait, ce gars-là, il vient de me faire gagner 15 ans. Toujours pas d'Opel Astra au menu. Non, mais c'est vrai. En fait, pour réussir, il faut vraiment comprendre comment réfléchissent les gens qui sont à un niveau supérieur de nous. Et il faut réussir à les côtoyer. Donc, pour les côtoyer, généralement, il faut payer. Tu te retrouves soit dans un environnement mastermind avec eux, soit à un séminaire. Enfin, évidemment, si c'est un séminaire, ça sera plus difficile de les voir. Mais le meilleur moyen, c'est d'investir pour leur parler en vrai et les connaître. Et c'est comme ça qu'on passe un cap. Parce qu'on se rend compte que, comme tu l'as dit, si un tel, il arrive à faire des challenges à 700 000, 1 million ou à 2 millions, mais pourquoi moi, je ne pourrais pas les faire? C'est clair. Donc en fait, comment il a fait? Il y a forcément une étape simple, étape par étape, que je peux sûrement copier pour faire, mais si c'est pas aussi bien, peut-être faire même la moitié. Mais tu fais déjà la moitié d'un mec qui fait déjà des trucs de fou. Bien sûr. C'est magnifique. Quelle croyance sur l'argent ou sur les banques t'aimerais exploser là, face à nos auditeurs qui disent ouais mais les banques c'est un peu spécial, moi je peux pas y accéder, l'argent c'est pas un truc qui m'est familier? Exactement ce que tu viens de dire, que la banque ne fait pas de crédit, ou en tout cas par rapport à ma situation, je peux pas avoir de crédit. Ça c'est ce que j'entends tous les jours. Et moi, ça me rend fou parce qu'en fait, tout le monde peut avoir un crédit. Tu n'es pas interdit bancaire aujourd'hui, tu peux avoir un crédit. Mais juste, il faut savoir présenter un dossier bancaire, il faut savoir comment le monter et quelle banque aller voir. Mais tout le monde peut avoir un crédit. Donc, il faut arrêter de croire parce que tu n'as pas beaucoup d'épargne, ou parce que tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois que tu ne peux pas emprunter, ou parce que tu es entrepreneur que tu ne peux pas avoir de crédit. Enfin, tout le monde peut avoir des crédits. Il faut juste savoir comment le faire et après être déterminé. Tu vois, j'ai des élèves qui font 35 banques avant d'avoir un accord. Mais à la fin, ils ont leur accord. Alors qu'il y en a d'autres qui font 2 banques, ils ont des refus, ils me disent ouais Christophe, tu vois, je t'avais dit, c'est pas pour moi. Forcément, si tu fais 2 banques, tout dépend du relationnel que tu as avec ton interlocuteur. Donc si tu en fais 2, c'est mathématique, tu as beaucoup moins de chances que la personne qui en fait 30. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une fausse croyance qu'il faut anéantir, quoi. Je crois que beaucoup de gens aussi sous-estiment le boulot requis. C'est pas que c'est spécialement complexe. C'est qu'en fait, c'est dur dans le sens où il faut donner beaucoup d'énergie, beaucoup de répétitions avant d'être bon quelque part. Et on l'avait vu aussi à un coaching qu'on a donné auprès de nos clients, une personne qui s'est lancée dans une thématique avant de faire un challenge, elle a fait 90 reels et donc elle a posté tous les jours pendant 90 jours et à la fin, elle a eu genre 10 abonnés. Et je lui dis, c'est bien, maintenant tu recommences sur une autre thématique parce qu'en fait, ça marche pas. Et donc, c'est pas grave. Et vas-y, t'y retournes maintenant. Ouais. C'est comme si tu dis à un de tes élèves, t'as une équipe de foot, tu dis vous tournez le terrain là, vous me faites 5 tours. Il arrive, c'est moi j'ai fait 5 tours, c'est bien, tu vas en faire 10 maintenant. Mais l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, jusqu'à trouver le bon truc. Bien sûr. Donc ne sous-estimez pas aussi, il y a des succès rapides, mais toi, tu as eu un succès entre guillemets rapide sur Internet, mais aussi parce que tu as bourlingué sur l'immobilier, tu as chopé des réflexes, que tu as adapté au business en ligne. Et ensuite, tu as fait les très bonnes choses au bon moment. Puis avec un petit bout de chance, comme ça peut nous arriver, c'est bien. Mais la chance te
te trouves là où le travail te place. Parce que c'est vrai que je connaissais pas ton parcours avant en immobilier et tout. On avait échangé sur Zoom et j'étais impressionné. Tu fais première année, tu fais tant de chiches. Putain, le cochon, bien, hein, c'est rare d'avoir des métiers qui sont aussi forts parce que c'est quand même pas. C'est un métier qui est aussi difficile qu'il est simple. C'est-à-dire que c'est dur et facile à la fois. Et il y a très peu de gens en fait qui arrivent. Et je fais putain bien. Et là, je comprends mieux derrière avec en fait toute l'expérience que tu as eue, toutes les difficultés, comment tu as su les surmonter. Bah, c'est vrai que tu arrives dans un métier nouveau, déjà tu étais armé, quoi. Il n'y a pas d'excuses, je pense. Dans la vie, beaucoup de gens cherchent des excuses. En fait, si tu passes à l'action, déjà, c'est ça le secret de la réussite, passer à l'action. Les gens, ils regardent, mais ils passent jamais à l'action. Passe à l'action, bien sûr que tu auras des merdes, tu auras des trucs à gérer, mais c'est obligé que tu auras du résultat. Ouais. Tant que tu n'abandonnes pas, la partie, elle s'arrête pas. Il n'y a pas de game over. Exactement. On continue. Et tu vois, j'avais pris ta formation, je t'avais dit justement les 90 jours pour faire... 100 000 vues. Ouais, 100 000 vues. Mais c'est obligé que tu y arrives. Enfin, moi, tu vois, quand je l'ai fait. Et j'ai fait plus de 100 000 vues. Tu es obligé. Mais il faut se donner la peine de faire 90 réels en 90 jours. Et moi, ça fait 2 ans et demi que je fais un réel par jour. Ah ouais, tu fais toujours un réel par jour? Ouais. Alors là, on découpe avec Franck les formats des grandes vidéos comme ça. Mais pendant 1 an et demi, j'ai fait un réel vraiment tous les jours. Voilà, bah, voilà. Hein. Tu es à plus de 500 réels. Dis-moi que tu deviens un expert après avec ta caméra. Au début, je n'arrivais pas à le faire. C'est ça. Bah, c'est ça. Oui, en fait, les gens ne sont pas prêts à faire les efforts. Moi, je vois bien des fois, on a des clients, plutôt des mamans qui veulent se lancer sur le business en ligne. Ah ouais, mais non, là, la caméra, j'ai pas trop le temps de faire un reels par jour. J'ai des enfants à gérer, mais tes enfants, ils sont à l'école toute la journée. En fait, c'est juste l'histoire que les gens se racontent dans leur tête. C'est oh là là, c'est compliqué, j'ai pas le temps. Mais bien sûr, tu as le temps. Ouais, t'as le temps. En fait, à un moment, il faut être déterminé. Il faut se confronter à la peur, il faut se confronter aux éléments difficiles, même si parfois ça peut être très difficile, il faut le faire. Ouais. Et après, à force de répétition, ça fonctionne. Le grand danger des gens dans la vie, c'est le confort. On en revient aux banquiers, c'est le confort. Et on y est tous. Nous-mêmes, nous sommes sujets au confort. Ouais, c'est-à-dire que quand c'est confortable, tu fais ton petit truc tranquille. Ouais. Tant que tu t'es pas pris une petite claque derrière la tête qui te rappelle que, gars, faut rester alerte, bah, pourquoi faire plus quand déjà tu as tout, tu vois, enfin, où tu as ce qu'il faut. Et c'est marrant parce que tu vois, la semaine dernière, j'ai mis une story pendant le challenge. Donc, tous les jours du challenge, j'ai fait 20h, 1h30 du mat. Samedi, on ne faisait pas la soirée challenge, on recommençait le dimanche. Et samedi, j'ai emmené donc, mon fils au foot à 9h. Après, j'ai été à la muscu avec ma fille à 11h. Après, j'ai été manger avec un client à 13h. C'est beaucoup, ouais. À 15h ou 16h, j'ai récupéré mes enfants et puis on a fait des activités avec ma femme. Ouais. Et après, le soir, j'ai rembrayé pour préparer le challenge du lendemain, du dimanche. La dernière journée, j'ai travaillé tout le dimanche. Donc, les gens qui me disent que j'ai mis en story, arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Enfin, aujourd'hui, tu vois, j'ai 3 sociétés, j'ai plus d'une trentaine de biens, j'ai 3 enfants. Du temps, t'en as si tu as envie d'en avoir. Si tu n'as pas envie, bah, c'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que tu n'as pas envie. C'est que tu n'es pas passionné, c'est que tu n'as pas trouvé le truc, c'est que ça te fait pas kiffer. Ou tu tolères, en fait, la douleur de ton quotidien n'est pas suffisamment sorte pour que tu te bouges le cul définitivement. Ouais. C'est pas assez fort. Ouais. Donc c'est Tony Robbins qui dit ça. Et toi, tu tolères jusqu'à ce que ça devienne inconfortable. Et à ce moment-là, tu dis ok, c'est bon, plus jamais ça. Ouais. Genre, tu pètes un câble et tu vas et tu lâches les chevaux, quoi. Mais les gens, ils supportent beaucoup de choses dans ce sens-là. Bien sûr, mais totalement. C'est vrai. Totalement. Mais il y a 4 ans, on a fait 4 mois au Costa Rica. Et quand on est rentré, déjà, tu vois, le Costa Rica, c'est un pays qui est beaucoup plus ouvert. Et on est rentré, en plein Covid. Donc 2021, on avait une quarantaine de 11 ou 12 jours où tu avais la police qui venait chez nous contrôler, savoir si on était là. Mais comment les gens ont pu tolérer ça ? Comment ? Et les gens, on fait quoi ? On manifeste ? Mais non, mais déjà, ne le tolère pas. Parce que s'il n'y a que des gens comme nous dans la société, je peux te dire qu'il n'y a pas ça, ça n'existe pas en fait. Pfizer a fait faillite. Bah oui, c'est ça, la boîte, ça marche pas. Les mecs à la télé, il n'y a que des mecs comme nous. Bon bah les gars, vivez votre vie, ça va bien se passer. Tu vois ? Et en fait, il faut juste se reprogrammer mentalement, plutôt que de dire mais je fais quoi ? Je vais manifester. Mais il ne faut pas manifester, c'est prendre sa vie en main. Est-ce qu'il y a un livre, un auteur, une phrase qui a changé ta vie ? Non, il y en a plein des livres aujourd'hui. Moi, j'adore les livres sur les biographies. Donc, il y a beaucoup de parcours qui sont ultra inspirants. Après, essayer de prendre le parcours d'une personne, je sais pas, qui a peut-être la même vision que vous, qui peut vous inspirer. Moi, j'aime bien écouter aussi les podcasts sous ce format-là, donc les interviews. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà écouté celle de Zidane avec Tony Parker. Non. Ah ouais. Ouais. Tony Parker qui interviewe Zidane. Ah, intéressant ça. Ouais. Je vais voir ça. Incroyable. Et disponible sur Internet ? Ouais, sur YouTube. C'est...
quand tu vois des trucs comme ça, voilà, moi, ça m'inspire. C'est des parcours qui m'inspirent beaucoup. C'est vrai qu'on a accès à une connaissance incroyable grâce au net, à YouTube, du contenu très très pertinent par rapport à ce qu'on avait avant dans du préformaté en télé ou en radio. Ouais. C'est une vraie bouffée d'oxygène, donc il faut le faire. Moi, je suis un grand consommateur et amateur de YouTube. Franchement, je valide. Ouais, surtout quand tu es au sport ou dans les transports. Aujourd'hui, tu te mets ça dans les oreilles. Du coup, en fait, on n'a pas dit pourquoi tu étais à Maurice aujourd'hui. Parce que là, on a Maurice chez toi, dans une villa que tu as louée pour un événement. Ouais, tout à fait. Dans le cadre du mastermind que je propose, donc on accompagne 20 personnes aujourd'hui sur l'année. Okay. Donc dans un accompagnement particulier, puisque tu as 4 rencontres physiques plus une bonus, c'est celle qu'on fait à l'étranger. Donc en fait, les gens viennent et on passe 3 jours ensemble où on parle que d'investissement immobilier, on mange investissement immobilier, on dort investissement immobilier et on fait que ça. Et le but sur l'année, c'est que tu puisses acheter tes premiers biens et multiplier les acquisitions. Excellent. C'est dans un beau cadre de vie tout ça. Et après, tu vas profiter un peu de l'île ? Ouais, après, je vais profiter en famille aussi pour faire du repérage. L'île Maurice. Voilà. Mais d'abord travail, après plaisir. Après plaisir. Bien. Et on remettra le guide pour s'expatrier à l'île Maurice juste en dessous. Est-ce que tu as un dernier mot pour boucler cet échange passionnant sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, le business ? Un message à faire passer ? Quelque chose à dire ? La formation n'a que de valeur, le passage à l'action. Donc vraiment, il faut passer à l'action, il faut mettre des choses en place, sinon vous n'aurez jamais de résultats. Donc c'est bien YouTube, mais soyez de l'autre côté de l'écran, soyez actifs et bougez-vous. C'est vrai, c'est très juste. Et oui, tous les liens sont en dessous. Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. Cliquez partout. Vous cliquez partout, vous allez partout, vous allez voir dans 6 mois votre vie va changer. Bougez les fesses. Eh bien, merci. Et à bientôt Christophe. Merci à vous. Ciao. Merci, ciao. Bisous.